Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr. Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. On ne choisit pas sa couleur de peau. En commun et tout mot hétéro. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dit-on pas que chacun est égal? L'union fait la force. Et à la prochaine partie, on va parler de Benoît Hamon, Parti Socialiste. On y revient sur Fillon. Enfin, on y revient. Parce qu'on a entendu sur Fillon. On vient sur Fillon parce qu'on vient de l'entendre juste avant la reprise. Et on va passer à son programme qu'il a. Son programme très. Chelou. Chelou, je sais pas. Je pense pas qu'il y a que du négatif, mais c'est très conservateur. C'est la droite, hein. C'est la droite, oui, ça c'est sûr. Donc on va d'abord aller sur le domaine du travail, de l'emploi, du chômage. Donc il a dit ceci, il veut simplifier et renforcer les allègements de charges sociales pour réduire le coût du travail et créer des emplois. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui. Ensuite, il veut réduire l'impôt sur les sociétés et stabiliser la loi fiscale pour renforcer l'attractivité de la France et créer des emplois. Oui. Par exemple, il veut alléger, c'est pas moi, il veut alléger l'impôt sur les sociétés pour renforcer la compétitivité de nos entreprises et la création d'emplois en France. Les contributions, je ne veux pas vous donner les détails parce que c'est encore plus compliqué à donner les détails que la version simplifiée en fait. Par contre, il veut prolonger jusqu'en 2019 le dispositif de suramortissement exceptionnel des investissements pour soutenir l'investissement et la trésorerie des entreprises industrielles. C'est encore plus compliqué que je l'imaginais en fait. Les programmes, c'est plus compliqué en fait. Ce qui serait bien, juste un petit reproche comme ça. Au passage, parce que c'est quand même le troisième programme qu'on est en train de lire, à part Macron qui est quand même assez clair, parce que je trouve que ça a été clair. Ils sont très ambigus. Je trouve, franchement, cher candidat, que ça serait bien de nous faire des programmes auxquels tout le monde peut comprendre, parce que je pense que comment vous voulez qu'on vote pour un programme auquel t'as un programme avec des mots abracadabra que tu peux même pas comprendre. Je pense notamment à des personnes, lambda, de moyens, de moyenne classe. Nous n'avons pas tous un niveau social où nous n'avons pas tous fait l'ENA. Ouais. Donc, oui, c'est voilà, ça, quoi. nous, des fois, on a besoin de mots simples et non pas des trucs de philosophes ou je ne sais quoi d'autre. Donc voilà, non, c'est vrai que le programme est assez ambigu, ses propositions sont assez ambiguës aussi, et difficiles à comprendre ou à déchiffrer. Alors, on continue, il veut faire disparaître la peur d'embaucher. Alors là, ça mérite peut-être un petit débat, parce que ça veut rien dire. Donc il veut faciliter les recrutements dans les petites entreprises à travers une rénovation du contrat de travail, donc les contrats de mission pour une durée limitée, contrats à cause de rupture prédéfinie. Il veut sécuriser... Ça reste un CDD de toute façon. Tout à fait. Ensuite, il veut sécuriser la rupture du contrat en plafonnant les indemnités prud'homales. Ce qui est très intéressant. Oui. Ensuite, il veut refonder le Code du travail en donnant la priorité au dialogue social. Donc, il veut refonder et simplifier le Code du travail en distinguant clairement les normes sociales fondamentales et ce qui relève de l'accord collectif en priorité d'entreprise ou à défaut de branche. Et enfin, il veut doubler les seuils sociaux en passant de 10 à 20 et de 50 à 100 pour faciliter l'embauche dans les petites entreprises. C'est pas mal. Mais c'est compliqué quand même. Ensuite, là on a compris ce débat-là. Donc lui, contrairement à d'autres, lui, il veut carrément supprimer les 35 heures. C'est ça. Donc là, on revient sur la question précédente, parce qu'on a parlé de la proposition de Marine Le Pen. Est-ce que oui ou non, vous êtes pour ou contre la suppression des 35 heures ? Non, moi je suis pas pour la suppression des 35 heures, dans le sens où ça permet à des familles, des pères de famille, des mères de famille, d'avoir du temps disponible, notamment le week-end, pour avoir avec leurs enfants, etc. etc. Il est vrai qu'à une certaine époque, quand on travaillait 39 heures, il était compliqué d'organiser un week-end en famille. Là, avec les 35 heures, c'est quand même beaucoup plus souple, et je trouve qu'on arrive moins à harasser du travail le soir, en ayant fait ces 7 heures de travail journalières. Donc 35 heures par semaine, je trouve que c'est largement suffisant. Pourquoi les supprimer en sachant que tout le monde est gagnant dessus, aussi bien l'employeur que le salarié. Voilà quoi. Très bien.
Donc ça, c'était sur la catégorie travail, mais là, on va revenir sur le chômage. Donc il veut donner à chacun les moyens de se former et de retrouver un emploi. Là, par contre, ça devient intéressant. Il veut sécuriser les parcours professionnels en permettant à chaque Français de bénéficier d'un capital formation qui remplacera les dispositifs existants, donc le CPF, le CIF, et permettra de rationaliser et de débureaucratiser, décidément, les fonds de la formation professionnelle en donnant à chaque salarié et à chaque demandeur d'emploi l'opportunité de se construire une carrière et de se prémunir contre l'inactivité. Et enfin, il veut faciliter aussi le retour à l'emploi des demandeurs d'emploi, forcément, en favorisant sur les listes de demandes d'accès aux logements sociaux les demandeurs d'emploi, donc qui retrouveraient un emploi en dehors de leur bassin de vie. Déjà que c'était compliqué pour Marine Le Pen, mais alors là, on est encore sur de la formation, hein, former, mais ça ne donne pas un emploi, la formation. Enfin voilà quoi, moi c'est bien beau de vouloir former les jeunes, de vouloir faire... Excuse-moi, mais où c'est que tu vois marquer les jeunes là-dedans ? Bah enfin les jeunes, ceux qui veulent bosser quoi, je veux dire, de leur dire de suivre des formations, de faire des capitales formations, je veux dire, trop de formation tue la formation, et la formation ne débouche pas forcément un emploi quoi, donc ouais, enfin je suis pas forcément pour quoi. D'accord. Enfin, il est contre l'inactivité. On va faire ça simple. Mais baissons les charges baissons les charges des employeurs pour qu'ils puissent embaucher, et puis c'est tout. Alors, concernant l'assurance chômage, il veut redresser les comptes de l'UNEDIC avant la fin de la mandature et engager le remboursement de ces 40 milliards de dettes, en invitant les partenaires sociaux à parvenir à l'automne 2017 à un accord pour le redressement complet des comptes de l'assurance chômage sur le quinquennat. À défaut d'accord, l'État prendra ses responsabilités en réformant lui-même la gestion du régime d'assurance chômage. J'ai rien compris. Ensuite, il veut encourager la reprise d'activité en réformant les règles du régime d'assurance chômage, notamment via l'introduction d'une dégressivité dans l'attribution des allocations. Il veut responsabiliser les demandeurs d'emploi en rendant obligatoire la motivation d'un refus d'emploi et en sanctionnant un deuxième refus insuffisamment motivé. Ça existe déjà ? Oui, c'est ce qui me semble. Mais lui, il veut sauver l'assurance chômage. Ouais, mais ça existe déjà. Je veux dire, la dégressivité. La dégressivité de l'attribution des allocations. Quand déjà tu reprends un travail, déjà tes allocations elles baissent plus de moitié. Donc t'as oublié qu'il y a le RSA d'activité. Oui, voilà. Donc justement, ça reste dégressif, puisque du coup, au lieu de toucher 100% de ton RSA, tu touches activité, pas socle. Hein, oui, donc tu touches, je crois que c'est 20% du truc. Donc c'est déjà dégressif quoi. Donc je veux dire, partant de là, il invente rien quoi. Il ne fait que les sanctions, elles sont pareilles. Au-delà d'un certain nombre de refus non justifiés, t'es dégagé. Enfin voilà quoi. Et j'ai pu le constater moi encore dernièrement, puisque pour une non-réactualisation, j'ai été verrouillé direct. Donc par contre, voilà quoi. Vous avez vu la dernière partie, il veut quand même, par rapport aux demandeurs d'emploi, en rendant obligatoire la motivation d'un refus d'emploi, et il veut sanctionner dès le deuxième refus. Ouais. Oui, enfin, faut que ce soit quand même le refus, s'il est largement... Actuellement, on est d'accord, au bout de 2 refus, c'est le maximum autorisé. Mais tandis que lui, il veut en enlever un, il veut un refus maximum. C'est au début du deuxième refus, t'as plus de chômage. De toute façon, si c'est justifié, ton refus est justifié, il peut rien faire. Il pourra pas te sucrer tes allocations. Si t'atterris, je sais pas, dans un emploi et que... manque de que t'as aucune compétence, ou alors qu'il t'arrive une connerie sur cet emploi et que ça t'oblige à malheureusement à ne plus suivre sur cette branche là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te sucrer quand même tes allocations, c'est pas de ta faute quoi. Je veux dire, t'es tributaire aussi de l'emploi en lui-même quoi. Vous trouvez ça légitime justement de supprimer le chômage parce qu'il y a des refus d'embauche? Non, moi je dis tu vois, à la rigueur de bloquer de bloquer, oui, mais pas de supprimer, ça reste dégueulasse quoi. Je veux dire, dans le sens où tu vas intégrer un emploi et comme on le sait, hein, moi tu me verras jamais dans une entreprise ou dans laquelle j'ai aucune connaissance ou j'ai aucun truc. Ça veut dire limite que t'es obligé de prendre n'importe quel boulot maintenant quoi. Et si t'as aucune connaissance ou aucune expérience là-dedans, t'as pas le choix quoi. On t'oblige à prendre l'emploi quoi. Très bien. Alors maintenant, prochaine étape, la retraite. Il veut faire passer progressivement l'âge légal à 65 ans.
au lieu de 62 aujourd'hui. Le dispositif de départ pour carrière longue sera étendu pour permettre aux personnes ayant commencé à travailler jeunes de prendre leur retraite dès 63 ans et l'âge maximal du taux plein sera maintenu à 67 ans. L'âge maximal du taux plein. Mais là, c'est maximal, c'est pas minimal. Ensuite, il veut poursuivre l'harmonisation des règles entre les régimes publics et privés. On va passer. Il veut abroger le compte pénibilité inapplicable car trop complexe. Et il veut traiter la pénibilité par l'amélioration des conditions de travail, une politique de prévention plus ambitieuse et une prise en compte de la situation réelle des salariés, notamment à travers un examen médical individuel. Mettez des virgules parce qu'à un moment, c'est difficile. Il veut augmenter les pensions de base de plus de 300 € annuels. Ça n'est pas cher payé. Donc, il veut augmenter les pensions de base pour plus de 300 € annuels pour les petites retraites en plus. Et c'est-à-dire les personnes ayant un montant global de pension moins de 1 000 €. 300 € par an. Ça fait combien par mois ? Ça fait même pas 100 € déjà. Tu fais 300 divisé par 12, ça fait de 28 € ou un truc comme ça, 27-28 € par mois. On doit tourner là-dessus. Oui, pas terrible. C'est pas cher payé. Non, c'est sûr. Et uniquement pour ceux qui ont moins de 1 000 €. Donc voilà. Est-ce que... Ça fait 25. 25 €. 25 € par mois. Non. Ça change du 100 €. Ça paye même pas un plein de gasoil. Ça change du 100 € par mois qu'a promis Macron tout à l'heure. C'est ça. Je tiens à le préciser. C'est parce que Macron c'est 4 fois moins que Macron. Ensuite, revaloriser les petites pensions de réversion de 10%, ce qui bénéficiera à plus de 300 000 veufs et veuves. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. 10% de c'est bien, de 10%, plus. c'est bien. Ça vaut le coup, ça, 10% ma de combien ? maman sera contente. 10% de combien ? Ma mère, c'est de 600, donc 10%. Donc ça fait 60 € en fait. Ouais, c'est toujours mieux que rien, quoi. Ouais. C'est pas mal, 60 €. Ah, bah oui. Pour le mois, pour manger, Ça fait un plein de gasoil. Donc toi, tu penses à l'essence. Ah, mais pour aller trouver du boulot, il faut bien du gasoil dans la voiture. Non, mais c'est la réversion de ta mère, s'il te plaît, quand même. C'est l'argent de ta mère. Donc, excuse-moi, elle a pas besoin d'essence, ta mère. Excuse-moi du peu. Bah, si elle consomme, mais. Non, confonds pas non plus. Là, tu es en train de confondre beaucoup de choses. Ensuite, là, il pense un petit peu aux jeunes. Donc, il veut améliorer l'information des jeunes et des parents en intégrant dans le portail de l'alternance les opportunités professionnelles à l'échelle de chaque bassin d'emploi, ainsi que les taux d'emploi pour chaque filière et l'établissement à la sortie à 3 ans et à 5 ans, les places disponibles en CFA, les recherches d'alternants des entreprises, et ce portail sera mis à la disposition de tous les acteurs de l'emploi. Jusque-là, si vous suivez, dites-moi. Ensuite, il veut développer le dispositif de pré-apprentissage, notamment dans les écoles de la deuxième chance, grâce aux régions qui développeront ces dispositifs en s'appuyant également sur le service public de l'emploi, donc Pôle emploi et mission locale, bien sûr. Il veut mettre en place dès le collège des modules d'éducation pour préparer les jeunes dans leur choix d'orientation, donc éducatif ou professionnel. Et enfin, il veut introduire dans les programmes davantage de contenu qui soit en lien avec la vie professionnelle future des élèves en formant les jeunes dès le collège, avec l'obligation de faire au moins 6 semaines de stage durant cette période, donc 2 semaines en classe de 4e et 4 semaines en classe de 3e. Et il veut encourager également les stages professionnels au lycée. C'est pas forcément négatif ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Ensuite, il veut régénéraliser progressivement l'apprentissage dans l'enseignement professionnel, en développant rapidement des sections d'apprentissage dans les lycées professionnels, en organisant des jumelages entre CFA et lycées professionnels. Il veut confier la gestion des centres de formation des apprentis et des lycées professionnels aux régions. Oui. Pourquoi pas ? Bah oui. Je vois pas où est le problème de toute façon. Ensuite, alors là on change de sujet, il veut mettre en place une exonération totale des charges sociales pour l'embauche d'un jeune en alternance et lancer une grande campagne de promotion de l'alternance. Voilà. Il veut revoir aussi le rythme de l'alternance pour le rendre plus compatible avec celui de l'entreprise en permettant une plus grande modularité des temps de présence en accord avec l'établissement scolaire. Je vais y arriver. Il veut instaurer un dispositif incitatif pour que les entreprises qui comptent plus de 4% de jeunes en alternance parmi leurs effectifs soient autorisées à dépenser les fonds de la taxe d'apprentissage pour créer leur propre centre de formation. Souhaitez-moi bonne chance, j'espère que j'aurai encore ma voix ce soir, parce que là ça commence à être difficile. Qu'est-ce qu'on a pensé de cette partie-là ? Ouais, c'est...
compliqué. Hein. Oui, c'est Technique. compliqué. C'est très technique. Après, ouais. c'est des trucs voilà, qu'on connaît déjà. Quoi. Je veux dire, le travail en alternance pour les jeunes entre le milieu scolaire et l'entreprise, ça existe déjà depuis longtemps. Après, ouais, est-ce qu'il faut peut-être pas améliorer, comme il le dit, les accords de présence entre l'établissement et l'entreprise? Pourquoi pas? Alors par contre, sur cette partie, c'est peut-être important à en parler. Il veut supprimer les emplois d'avenir et les contrats de génération qui coûtent 1,2 milliard par an au budget de l'État et réorienter intégralement ces sommes vers l'alternance. Et cette suppression ne s'appliquera pas aux contrats aidés et bénéficiant aux jeunes travailleurs handicapés. C'est pas mal. Oui. Si c'est pour faire des économies, pourquoi pas, mais à condition que derrière, en échange, il y a quelque chose. Voilà, il faut qu'on ait du retour. Alors, supprimer, d'accord, mais il faut qu'en échange, il y ait quelque chose voilà, qui apporte aussi bien que faut ces pas que ça contrats. aille dans ses poches, quoi. Voilà, quoi. Je parle pas économiquement, mais que supprimer des emplois, c'est bien, mais qu'il en crée d'autres derrière, et peut-être plus économique. C'est quand même malheureux d'avoir créé quand même des contrats, des machins pour les supprimer après, quoi. Je veux dire, c'est des contrats qui ont coûté une blinde à créer et tout ça, pour au final tout supprimer, quoi. Après, il veut faire des économies. C'est d'ailleurs celui qui cherche à faire le plus d'économies, soi-disant, dans son programme. Alors maintenant, au niveau des PME, il veut réduire l'impôt des particuliers de 30% du montant investi dans une PME jusqu'à 1 milliard pour un couple. 1 milliard d'euros, bien sûr. 1 million ou 1 milliard 1 million d'euros plutôt. C'est 1 million d'euros, pardon, pour un couple. Il veut orienter 50 milliards d'euros, soit environ 3% des encours des contrats d'assurance vie, vers le capital des PME. C'est compliqué, ça aussi. Hein. Techniquement, on comprend moins, on comprend pas grand-chose. Hein. Là-dessus, on va passer. Hein, on est d'accord. Là aussi, je pense que c'est pas notre domaine. Hein. Tout ce qui, là, c'est la partie économique sur les PME. C'est ça. C'est le truc le plus chiatique à parler. Les auto-entrepreneurs, c'est important. Bah pour ceux qui veulent l'être. Il veut créer un statut de prestataire indépendant pour les auto-entrepreneurs qui le souhaiteront. Il les protégera en minimisant ainsi les possibilités de requalification et ce statut sera valable pour une durée de 3 ans. Ensuite, il veut relever les niveaux de chiffre d'affaires plafond de l'auto-entreprise à 50 000 euros pour les services et à 120 000 euros pour l'achat-revente, et sachant que la franchise de TVA sera étendue jusqu'à ces plafonds. Apparemment, c'est ce qu'il propose. Ensuite, il veut instaurer une franchise de TVA jusqu'au plafond de 50 000 euros de chiffre d'affaires pour les services et de 120 000 euros pour l'achat-revente pour les artisans et les commerçants. Voilà. Alors là, par contre, lui aussi, c'est la 3e fois qu'on voit ça. Il veut réformer radicalement le RSI, transformer en une caisse de protection des indépendants, donc le CPI. Il veut transformer le RSI en un CPI. Pour confier à il veut confier à cette caisse le calcul des contributions, la collecte et la gestion. Il veut mettre en place un calcul et un paiement en temps réel des cotisations liées au salaire lorsque c'est applicable. Et il veut permettre aux indépendants qui ont des faibles revenus et versent la cotisation retraite minimum de valider 4 trimestres de retraite au lieu de 3 aujourd'hui. Voilà, t'as suivi le truc. Parce que techniquement, c'est pas évident de débattre. Sur le numérique, bon, comme tout le monde, il veut faire du très haut débit d'ici 2022, on va pas redébattre là-dessus, tout le monde est d'accord. Il veut accélérer aussi la transformation numérique de l'État au service des citoyens et des entreprises. Donc lui aussi, il voit le numérique comme l'avenir de la France, quoi. Là-dessus, après, ça dépend combien va être mis là-dessus, parce que là-dessus, est-ce qu'il y a une somme? Il n'a pas mis de somme, par contre. Il parle du numérique, mais il n'y a pas de budget numérique dans son programme. Donc, mais il voit ça en tout cas dans l'avenir. Pourquoi pas? Il veut d'ailleurs construire une véritable souveraineté numérique européenne, carrément. Avec l'Allemagne, carrément, l'ambition des plateformes numériques industrielles et sectorielles européennes, donc les voitures autonomes, les bâtiments connectés. Les bâtiments connectés, c'est quoi les bâtiments connectés? Ah, lumière. Lumière, ouvre, allume-toi. Bienvenue dans le 5e élément. Bienvenue dans Feignantise Génération. Lumière. Je sais pas, tout va être à la voix maintenant, si ça se dit. Tu auras même un robot qui viendra te servir le café. Ah, ce serait trop chouette. Non, mais là, c'est carrément Génération Feignantise là qu'on va avoir. Ah, mais c'est la nouvelle génération Internet. Hein. C'est numérique. Justement, rappelez-vous de ce débat qu'on avait fait de numérique, trop de numérique, tout le numérique. Vous vous en souvenez de ce débat? Est-ce qu'on doit en revenir sur ce sujet vite fait? Ah ben c'est
c'est un peu perdre de l'autonomie, quoi, je veux dire, et du moyen de se déplacer par ses propres moyens, quoi. Je veux dire, maintenant, tout est tellement plus simple que tu n'as quasiment même plus besoin, je dis bien quasiment, plus besoin de te déplacer dans les administrations pour avoir tel ou tel document, puisque tu trouves majoritairement tout sur Internet. Donc voilà. Ouais, tout est fait par Internet, alors maintenant... Alors justement, Internet, d'accord. Moi, ça me choque pas. Pour simplifier notamment toutes les démarches administratives, moi, ça me choque pas. Mais que là, d'ailleurs, j'ai un sujet à parler après. Là, je vais être archi. Vous allez voir le sujet après. Ça revient toujours à la même chose. Le numérique, c'est bien, mais on est trop dépendant du numérique, à mon sens. Et c'est même carrément le numérique. On a même vu des émissions récemment. Les enfants, ils sont qu'à ça, ils sont figés que sur ça maintenant. La tablette tactile, les portables, etc., etc. Avec du numérique dans les mains. Hein. Alors, le numérique, c'est bien, mais vivre que du numérique, voilà quoi. À un moment, c'est lourd, quoi. On va pas vivre que du numérique du matin jusqu'au soir, quoi. Et justement, là où je vais en venir après, un des programmes auxquels je suis complètement contre, lui, il veut assurer un accès universel à l'enseignement et à la formation au numérique. Donc, l'école au numérique. Alors là, allons-y. Donc, adieu les tableaux et les créés. C'est ça, tu auras un prof via Internet qui t'expliquera comment faire tes calculs de l'autre côté de la Terre. Et oui, c'est vrai, en plus, j'ai pas pensé à ça. Oui, tu auras un anglais, ton prof d'anglais, il sera lui en Angleterre en train de te faire What do you speak English, wesh. Ah oui, on va avoir des profs par Skype en fait. Ouais, youpi. C'est ça, donc tu pourras plus lui jeter de craie dans la figure, enfin voilà quoi. C'est comme si nous, associativement, on dépend que du numérique. Sauf que nous, on a besoin du terrain pour agir. On va pas agir que sur du numérique. Le numérique, c'est utile, mais on va pas agir que avec du numérique. Nous, il nous faut du concret. T'imagines le jour où on aura affaire à des hologrammes et tout ça ? Oh, quelle horreur. non, mais là, on se croit dans Star Trek, là, tu vois. On va en venir, parce que malheureusement, ça reste du numérique, hein, donc... Si... Il y a quelqu'un qui a dit un jour, et là-dessus je suis d'accord, parce que comme ça enlèverait beaucoup de choses. S'il y a un pouvoir qu'on aimerait avoir, c'est la téléportation. C'est vrai que là-dessus, voyager par téléportation. Ah ben au moins, oui, mais par contre t'enlèves les trains, t'enlèves les voitures, t'enlèves tout là. Là il y aurait du chômage. Hein. Là, puis bon, et puis l'État gagnerait beaucoup moins, notamment au niveau des taxes. Hein. Non, mais voilà, là-dessus je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que là, dépendre que du numérique, non. Et puis alors, les enfants, on est en train de les T'imagines que l'évolution qu'on a, parce qu'on a quand même les voitures maintenant autonomes, on a des véhicules par conduite autonome, maintenant on a des véhicules de secours autonomes, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus un pompier dedans, c'est le camion qui fait tout. Non mais bien sûr, mais prochainement c'est la voiture qui va conduire pour toi. Ça existe déjà, c'est la voiture autonome, quoi, je veux dire, c'est que tu la touches même pas, tu l'assieds sur le siège, elle conduit toute seule. Bon, ça encore, oui. En Belgique c'est fini, hein, le tableau avec les crayons. Hein. Ah oui, hein. Ah, c'est déjà fini. Non, mais vous êtes pour ou contre, franchement, ça je parle notamment au niveau des enfants. Là, la nouvelle génération qui vont être baignés là-dedans, en fait, dans le numérique. Et est-ce que franchement, oui ou non, il faut. Ça va pas les rendre gaga quelque part, le numérique. Ça perd une identité quelque part. Si on met que du numérique. C'est l'évolution. Regarde, si on prend nos parents. Nos parents, ils ont connu le tableau noir avec la craie, la plume, etc., etc. Nous, on est arrivés, on a connu quoi ? On a connu le tableau noir, certes. On a connu le stylo à encre, donc la bonne vieille plume, elle a disparu. Les fameuses colles aux amandes. Les calculs, avant, ça se faisait via l'ardoise et machin. Bien sûr. L'ardoise. Et puis, on a connu quoi ? La calculette. L'évolution du calcul, donc la fainéantise, au lieu de calculer, c'est la calculette qui fait tout pour toi. Donc du coup, et là on en vient à une autre évolution qui est le numérique, et donc du coup, c'est comme quand maintenant t'écris un courrier sur ton ordinateur, t'as le correcteur d'orthographe qui fait tout pour toi. Justement, là, j'enlève le côté ardoise. Si on vient au vieux cahier, vaut mieux écrire sur un cahier ou sur une tablette tactile ? Ah, sur le cahier. Est-ce que les enfants apprennent mieux sur une feuille ou sur une tablette ? Ah s'il faut apprendre à écrire, vaut mieux écrire sur un cahier. Voilà. Je verrais mal un gamin de 5 ans avec une tablette au niveau CP ou maternelle en train de lui dire « Ouais, je sais écrire anticonstitutionnellement, vas-y, prends le stylo, écris-le ». Ça va être différent, quoi. Voilà. Maintenant, on est une génération malheureusement numérique. Ouais, mais au plus ça va aller, au plus nos enfants, ils pourront jamais vivre sans, quoi.
D'ailleurs, les enfants, maintenant, ils naissent sans nombril, puisqu'ils sont reliés directement par Wi-Fi à la mère. Ouais. Ils n'ont plus besoin du cordon. Oui, la Wi-Fi. Alors, la Wi-Fi, ça me dérange absolument pas. Donc, T'as trop regardé KXY. Les progrès technologiques qu'on a aujourd'hui, moi, ça me dérange pas. Sinon, on serait pas là aujourd'hui. On n'aurait même pas d'ordinateur en face. J'aurais pas le micro. J'aurais même pas la caméra, etc. Donc, c'est pas les progrès. C'est juste qu'il y en a trop pour moi. Et j'ai l'impression que la nouvelle génération, on va dire que dans 100 ans, ils vont même avoir un processeur à la place d'un cerveau. C'est ça qui me fait peur, quoi. Tu vois, nous, on est nés par le câble Ethernet. Quand tu sors de ta mère, t'es relié au câble Ethernet. Maintenant, la génération de maintenant, c'est par Wi-Fi. T'as même plus le câble Ethernet. Oui, mais la Wi-Fi, moi ça me dérange pas, ça te choque pas. Mais tu vas avoir quoi? Dans 100 ans, ça va être quoi? Un processeur dans le cerveau? Ah, mais ça va être ça. Non, mais c'est dangereux pour moi. Ça, mais numéro... oui, mais Terminator, bonjour après. Regarde, quand on parlait déjà du système de puces qu'on fait déjà pour les chiens, pour les vaccinations, tout ça, on leur injecte une puce. Oui. Ça va aller sur l'homme. Mais ça c'est déjà fait. Où tu auras ton identité via une puce. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir ta pièce d'identité, on va te mettre une puce, machin, et on va te scanner, on va te dire, bon ben voilà, oui, vous êtes bien monsieur Intan, mais tu seras robotisé. Ça enlève beaucoup de choses, la liberté notamment. Mais la puce dans la peau, ça existe déjà, il y a certaines entreprises qui le font. Mais bien sûr. Voilà, puis un jour, tu auras une puce dans l'avant-bras et on va te scanner pour te dire, ah oui, c'est bien vous, monsieur Gauthier Sandy, avec ton groupe sanguin, ton machin. Groupe sanguin, oui. Avec tout ton tralala, quoi, tout ton CV, quoi. Alors, le numérique, on a fait un gros débat là-dessus. Ensuite, autre grosse partie de son programme, c'est sur les agriculteurs. Il va faire de la déduction pour aléa, un compte épargne aléa climatique et économique, alimenté librement pendant les années de bonne récolte, utilisable en cas de perte d'exploitation et très simple emploi. Bon, pourquoi pas. Il veut donner toute liberté aux agriculteurs de se regrouper en organisation de producteurs de taille significative avec des démarches simples pour mieux défendre leurs marges. Bon, c'est très technique ça, on va pas. J'aurais préféré quelque chose de beaucoup plus. Je sais pas s'il y a quelque chose de très important au niveau agriculture, parce que contrairement à tout à l'heure, on n'a pas forcément quelque chose de bien. Il veut fonder par contre la PAC 2020 sur la gestion des risques et sur le soutien à l'investissement en ne s'interdisant aucun mode d'intervention et en maintenant à l'euro près le budget actuel. Voilà. Ouais. Ensuite, il veut simplifier drastiquement le droit des entreprises agricoles pour laisser les agriculteurs choisir librement la forme juridique de leur entreprise. Pourquoi pas? Ensuite, il veut abroger par ordonnance toutes les normes ajoutées à la réglementation européenne. Il veut instaurer un sursis d'imposition lors de la transmission de la PME aux descendants. Il veut réduire de 35 milliards d'euros les charges et impôts pesant sur toutes les entreprises et donc les entreprises agricoles. Ça, c'est plutôt important. Il veut rendre obligatoire l'évaluation par une étude d'impact menée par le ministère de l'Agriculture des conséquences de toute décision publique impactant le monde agricole, rural et maritime, y compris l'alimentation. Voilà. Le reste, c'est pas forcément le plus important. Toujours l'agriculture, il y en a des trucs agricoles, dis donc. Il veut relancer les programmes de recherche et d'innovation pour l'agriculture de demain. Donc la fameuse agriculture 3.0 et les nouvelles biotechnologies aussi. Il veut rendre éligible aussi au crédit d'impôt aux recherches des projets de recherche ou d'expérimentation labellisés dans les exploitations, notamment sur les pratiques agricoles. Compliqué là. Il veut redéfinir les relations entre l'Agence de la biodiversité et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et réorganiser la police de l'environnement autour d'un service unique. Pourquoi pas? Partie agricole, je pense qu'on n'a pas besoin de forcément débattre. C'est pas forcément notre domaine. Il y a un chien qui nous dit bonjour. Oui, désolé, c'est Junior. D'accord. Alors, sur la fonction publique, il va augmenter progressivement le temps de travail dans la fonction publique à 39 heures hebdomadaires, sur une base annualisée permettant aux administrations d'organiser les cycles de travail les plus adaptés à leurs missions et métiers. Il veut aussi remplacer un départ d'agents publics sur 2 en moyenne à l'échelle des fonctions publiques, ce qui permettra de réduire à 500 000 le nombre d'emplois publics en 5 ans, tout en maintenant un niveau de recrutement significatif sur la période. Il veut instituer 2 jours de carence dans la fonction publique. Pourquoi pas. Et il veut mettre en œuvre à compter de 2018 un grand plan de modernisation de la gestion des ressources humaines au sein des administrations dans tous les domaines clés, donc le recrutement, l'évaluation, la formation, l'accompagnement des carrières et le dialogue social. Bien. C'est bien, hein.
Mais c'est compliqué. C'est ça, on est d'accord. Comment on peut débattre sur ça si on comprend on comprend. Au lieu de faire simple, il fait compliqué. Franchement, pour débattre, c'est encore plus compliqué. Alors peut-être que ici, il y a certaines choses qu'on va pouvoir comprendre. Il veut garantir le retour... Alors là, on est sur la réforme de l'État, on est d'accord. Hein. Ça, c'est la prochaine catégorie. Il veut garantir le retour à l'équilibre des finances publiques d'ici 5 ans par un programme de réforme ambitieuse portant sur l'ensemble de la sphère publique. Alors là, comment en 5 ans, il veut rétablir l'équilibre des finances publiques ? Déjà, il faut rembourser ce qu'on doit. Justement, c'est ça. Justement, je crois que c'est ça. Donc 5 ans, c'est pas jouable en 5 ans, c'est pas possible. Ou alors, je te dis pas la tronche des réformes qu'il faut faire, quoi. Faut réformer de partout, dans tous les secteurs, et c'est pas possible. Les Français ne se laisseront pas faire. Je veux dire, même si d'autres pays ont réussi à faire des grosses réformes, à s'en sortir, à sortir de leurs dettes, nous, à l'heure actuelle, on n'a pas les épaules pour, quoi. Alors justement, on parle de la dépense publique. Lui, il veut baisser la dépense publique. Alors là, attention, est-ce que c'est possible ? Il veut réaliser 100 milliards d'euros d'économies de dépenses publiques sur 5 ans. Ça veut dire que ça ferait 20 milliards d'euros par an. Est-ce qu'on économiserait 20 milliards d'euros par an ? C'est pas dit. Sur quoi ? C'est ça la question. C'est sur quelle branche ? Sur quelle branche il va récupérer 20 milliards par an. 20 milliards par an, c'est énorme. Ou alors, par an, il va prendre 20 milliards d'une branche et 20 milliards sur l'autre, etc., etc. Puis alors là, les jets des dépenses pendant 5 ans, on va morfler. Si jamais il passe ça, alors là, on va pire que morfler. Après, si c'est vraiment un truc de sûr, que ça a été étudié, et que, ouais, ok, pendant 5 ans, on va en chier, mais que ça va nous permettre de réduire ou quasiment d'effacer notre dette. L'Allemagne l'a fait, d'autres pays l'ont fait, donc si eux ils ont réussi, pourquoi pas nous ? Le truc c'est qu'il faut s'en donner les moyens, mais il faut réformer intelligemment, il faut pas faire n'importe quoi. Actuellement, je suis désolé, moi Fillon, ouais non quoi. Là sur ce coup-là... Ah non, moi je le suis pas du tout quoi. Là pendant 5 ans, on ne vivra pas quoi. On va en chier c'est sûr, on peut s'en sortir, mais... Enfin, moi, j'ai pas confiance en lui, quoi. Donc, voilà, quoi. Alors, n'oublie pas qu'on parle d'un programme. C'est pas sur le candidat. Non, mais je parle pas de lui personnellement. C'est que moi, personnellement, il me... Enfin, voilà, quoi. Non, je peux pas suivre. Alors justement, c'est là qu'on va rire, parce que contradictoirement parlant, lui, il veut redonner du pouvoir d'achat. Alors, je sais pas comment il veut faire, avec 20 milliards d'euros de remboursement au déficit. Lui, à côté, il veut redonner du pouvoir d'achat. Il veut mettre en place un abattement forfaitaire généralisé des cotisations sociales salariées, ce qui permettra une augmentation immédiate des salaires nets sur la fiche de paie de l'ordre de 350 € par an par salarié, c'est-à-dire 700 € par an pour un ménage où les deux travaillent. C'est compliqué, hein. Il veut revaloriser les retraites inférieures à 1 000 €, on l'a entendu tout à l'heure, en les augmentant de plus de 300 € par an, etc. On l'a dit. Soit 25 € par mois. Il veut ensuite relever progressivement le plafond du quotient familial à 3 000 € pour réduire l'impôt sur le revenu des familles qui ont été particulièrement pénalisées par les socialistes. Enfin, voyons. Il veut permettre aux Français de transmettre leur patrimoine plus rapidement en réduisant de 15 à 10 ans le délai entre 2 donations, ce qui permettra de renforcer le pouvoir d'achat des jeunes. Si c'est ça qu'il dit, je ne sais pas comment il veut redonner franchement le pouvoir d'achat des jeunes avec tout ce qu'on va casquer par an pour rembourser la dette. C'est vrai, les 20 milliards, c'est vrai, il faut être honnête, il veut redonner le pouvoir d'achat, je l'entends, mais comment il va trouver les 20 milliards à rembourser par année ? Il faut bien qu'on les trouve, ces 20 milliards d'euros. Il faut bien que soit c'est les budgets de l'État, soit c'est bien nous qui allons les payer, ces 20 milliards. C'est ça. Il faut bien les trouver. Donc, je suis pas. Il faut se dire que ça sera toujours le contribuable qui va payer, hein, de toute façon. Il ça veut a toujours été, hein. Supprimer l'impôt sur la fortune à partir de 2018. Voyons. Pour garder en France des capitaux qui seront investis dans des entreprises françaises et qui créeront des emplois en France. Et il veut remplacer les mécanismes de déduction existants sur l'ISF par des mécanismes de même nature s'appliquant à l'impôt sur le revenu. La déduction de l'investissement dans les PME sera de 30% dans la limite d'1 million d'euros pour un couple. Ça va, c'est pas compliqué, c'est un peu compliqué, hein. Il veut mettre en place un taux unique d'imposition de revenus de patrimoine à 30% pour favoriser l'investissement dans les entreprises et donc la création d'emplois. Et maintenant, le régime fiscal actuel de l'assurance vie et des livrets d'épargne populaire, notamment le livret A. Donc est-ce que c'est faisable ? Le pouvoir d'achat, vous le voyez ou pas là ? Vous le sentez là ?
Vous le sentez à l'inverse ou concrètement faisable? Il n'y a pas de pouvoir d'achat, il n'y en aura jamais. Même, faut arrêter les conneries, 350 € par an, c'est quoi? C'est rien. Sur une fiche de paye, c'est rien, quoi. Je veux dire, faut arrêter de prendre les gens pour des moutons, quoi. Je veux dire, non, il n'y a pas de pouvoir d'achat. C'est pas d'augmenter de 15 € une fiche de paye par mois que ça y est, le pouvoir d'achat il va exploser, quoi. Donc pouvoir d'achat, on le voit pas. Moi j'y crois pas, non, pas du tout. Son programme de la dette, c'est normal, ça c'est obligatoire parce que la France doit, quoi qu'il en soit, rembourser la dette, donc ça c'est normal. Mais qu'ils nous promettent du pouvoir d'achat, faut quand même pas abuser non plus. Hein. Ça j'y crois pas du tout. Pas sur 100 milliards d'euros en 5 ans, ça c'est certain. Alors catégorie suivante, et ça sur la catégorie famille. Aïe. Là, je pense qu'on va avoir des surprises. Il veut rétablir l'universalité des allocations familiales pour rendre son efficacité à notre politique familiale. Il veut relever progressivement le plafond du quotient familial à 3 000 € pour réduire l'impôt sur le revenu des familles, on vient de le dire juste avant. Il veut préserver le cadre juridique défini par les lois de bioéthique de 1994 révisées en 2011. Voilà, donc la PMA, nous y sommes. Et la PMA restera interdite aux couples de femmes et aux femmes seules. Mais si avec ça c'est pas clair, est-ce que Fillon est homophobe? Nous ne savons pas et on ne peut pas en juger, on n'a pas le droit. Nous n'avons pas le droit de juger un candidat. Mais en tout cas, le programme est homophobe. C'est ça. Ah bah oui, enfin lesbophobe au moins, parce que c'est sur les femmes là. Donc quoi qu'il en soit, la PMA, il dit que ça restera interdit au couple. C'est-à-dire que là, ces programmes, là, les 4 lignes que je vais vous lire, ce sont les programmes Manif pour tous. Voilà, ça c'est exactement les propos de Manif pour tous. Donc lui, la PMA donc interdit aux couples de femmes et aux femmes seules. La gestation pour autrui, GPA, mère porteuse, restera interdite à tous. Et les sanctions pénales sur le recours ou la promotion de la GPA seront renforcées. Le gouvernement luttera contre les détournements de procédures par le biais de conventions signées avec les pays autorisant l'une ou l'autre de ces pratiques. Une action au niveau international sera par ailleurs menée en faveur de l'abolition de la GPA. Et ce n'est pas fini, j'en mets une deuxième couche, il veut réécrire la loi Taubira, sans effet rétroactif et en concertation avec toutes les associations concernées. Là il peut rêver, alors, qui compte pas sur nous déjà, ça c'est clair, parce que là c'est même pas du jour au lendemain, et en concertation avec toutes les associations concernées, en posant la règle que l'adoption plénière sera réservée aux couples de sexes différents, l'affiliation n'ayant de sens qu'à l'égard d'un homme et d'une femme. Ça fait très Manif pour tous, ces propos, hein, je vous le dis. Hein. Dans le cadre de la concertation avec toutes les parties prenantes, il faudra s'interroger plus globalement sur les évolutions nécessaires de notre droit de l'adoption. Alors, je vais être très clair, net et précis, je vais répondre très franchement. Il peut se mettre là où je pense à sa proposition, hein, clair, net et précis. Le jour qui viendra vers notre association pour en discuter, les poules auront des dents, je le dis clairement, il peut se faire foutre, mais royalement, le jour qui viendra vers nous pour demander de réécrire la loi Taubira, niet, et il pourra aller ailleurs s'il veut, il a qu'à aller avec la Manif pour tous, mais en tout cas il ne viendra pas chez nous, vers nous, pour en discuter, parce qu'il peut aller se faire cuire un œuf. Ça c'est dit, ça c'est fait. Est-ce que vous avez des choses à rajouter là-dessus? Non, parce qu'après je vais être méchant. Ah bah tu peux, là-dessus tu peux y aller. Non, parce qu'après je vais être l'homme en lui-même. Parce que je vais être encore pire, parce qu'on a dit beaucoup de choses sur le Front National, sur le programme du Front National, mais là, le programme de Fillon, il est pire sur l'homosexualité. Là, on a quelque chose de pire que le Front National sur le sujet de la loi Taubira. Je dis clairement. C'est ça, parce qu'au moins le programme du Front National a la décence de proposer donc de revenir sur l'union civile, alors que lui, il y a rien du tout, quoi. Il y a même pas ça. Et si je me souviens, je crois que le programme du Front National laissait la PMA, je crois. Mais pas pour les couples de femmes. Par contre, la PMA ne sera pas interdite, ça c'est sûr. Ne sera pas interdite. Donc voilà, je trouve que si ça se demandait s'il n'y a pas eu un inversement de programme en fait, parce que c'est plus un programme front nationaliste que de droite. Mais là c'est un programme Manif pour tous là qu'on est en train de lire. Donc là surtout pour lui l'affiliation et c'est la garde d'un homme et d'une femme. Vas-y, fais-toi plaisir, vas-y tranquillement. Après, il a le droit de penser en tant qu'être humain ce qu'il veut, quoi. Je veux dire. Mais enfin, il y a un moment.
faut savoir dans quelle classe politique il se pose là, parce que Non, mais il ose- s'est trompé de famille politique là. Non mais il ose en plus dire qu'il veut se concerter avec les associations mais concernées. c'est ça, Non mais mais il a rêvé là. Je crois qu'il peut se mettre dans il les va pas en bonnes. trouver des masses, hein, de toute façon. C'est clair. Ben, le jour que je vois une association LGBT discuter de ça, je crois qu'il y en aura zéro. Hein. Je crois qu'il n'y en aura aucune. À ma connaissance, aucune association LGBT viendra se concerter sur sa proposition. Ou alors j'ai raté un épisode. Moi, mais j'invite franchement les gens. Hein, j'invite franchement les gens parce que il faut dire ce qui est. Il faut être un minimum réaliste. Beaucoup l'ont soutenu ou continuent de le soutenir. Je crois que les gens ont mal lu son programme ou connaissent très mal l'homme, quoi. Je veux dire. Et je peux rajouter s'il y a bien une personne là en ce moment qui mène en bateau le peuple français, c'est bien lui, quoi. Alors, je peux en rajouter une couche parce que t'es pas au courant. Enfin, je pense que tu le sais, mais je vais en rajouter une couche. Je vais revenir de manière locale cette fois. Notre maire de Sisteron. Oui, soutien Fillon. Soutien Fillon. Et à part ça, on va dire que c'est pas homophobe. Non, mais bien sûr. Enfin, moi, voilà, je suis outre cette décision de anti-PMA, anti-GPA, etc., il est pas confiant, quoi. Il donne pas de. À titre personnel, je n'ai aucune confiance en lui. Son programme ne me donne pas envie. J'ai pas confiance en son programme. Il est trop ambigu, quoi. Je veux dire. Et je suis étonné encore à l'heure qu'il ait autant de soutien. Je crois que les gens, ils savent pas lire entre les lignes, quoi. Je veux dire, ils savent pas à quoi ils se frottent, quoi. Je veux dire, autant on a critiqué le programme du Front National en disant que voilà, il était très extrême, très machin. Alors là, c'est pire. Il y a pire. Là, je crois que là, c'est pire. Je ne le cache pas et je ne mens pas. Je vais pas vous mentir. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Le programme Fillon sur les LGBT est pire que le Front National. Faut être honnête. Je le dis honnêtement. Hein, je le dis honnêtement parce que normalement on se doit pas. Hein, mais en cas de ah ouais non, j'irai franchement. Je sais que ça arrivera pas parce que voilà. Mais ouais non, j'irai jamais du côté de Fillon, quoi. Parce que c'est vrai quand tu viens de choisir entre deux programmes. Je le dis honnêtement, à choisir entre deux programmes, entre celui de Fillon et celui de Marine Le Pen, j'irai plus sur celui de Marine Le Pen que sur celui de Fillon. Voilà. À choisir les deux programmes. Uniquement sur le domaine LGBT. Un programme entier. Sur le programme. Ah d'accord. Quand même. Tu vas pas plus. Tu vas fort quand même. Non. Notamment sur le racisme. Ou non, quand même. Fillon n'est pas raciste. Pas sur le racisme. Pas sur le racisme, mais s'il y a que deux programmes à choisir. Ouais. Ouais non quoi. Ouais non. Ouais. Je me sentirais plus quand même même si il faudrait faire des concessions de l'autre côté. Marine Le Pen, elle au moins la décence. Non mais tu imagines si on tombe sur un deuxième tour justement Front National et Fillon. Mais oui, j'aurais au moins la décence d'aller, je suis désolé, mais d'aller sur le programme du Front National qui propose un minimum une union civile que carrément du rien du tout. Je préfère avoir un peu de rien du tout que rien du tout de rien du tout. Non, c'est sûr. Mais bon, en tout cas, que ce soit l'un que ce soit l'autre, on rentre dans le. Je ne cache pas. Moi, je vote ni pour l'un ni pour l'autre, pour des raisons personnelles que vous savez. Et si jamais on a affaire aux deux dans le deuxième tour, on va faire un choix. Hein. Ah ben, le choix, il est direct, c'est aucun. Donc, ouais, moi, c'est même pas l'un ou l'autre, c'est aucun je des suis deux. Mais tu sais très bien que ne pas voter, c'est donner un pouvoir à celui qui est le plus. Mais tu ne peux pas me demander de voter pour deux personnes que je ne, enfin pour deux programmes que je n'adopte pas. Mais même si tu ne votes pas, ton pouvoir blanc va au pouvoir du peuple. Si le blanc l'emporte, c'est encore mieux. Alors là, ça va être génial. Ça sera encore mieux que le vote blanc gagne. Hein. Il veut réintroduire la liberté dans le recours au congé parental. On est toujours sur le côté famille. Il veut garantir la liberté des familles dans le choix des modes d'accueil de la petite enfance. Les formules de garde souple seront privilégiées et les maisons d'assistance maternelle seront développées ainsi que les micro-crèches. Et enfin, il veut maintenir l'enveloppe des aides fiscales et sociales destinées aux particuliers employeurs pour les emplois familiaux. Tu vois, finalement, il n'y a pas que du négatif. Heureusement. Il n'y en a pas beaucoup. Alors sur les femmes, justement, il ose parler des femmes quand même, parce qu'avec ce qu'il vient de dire sur les familles, bref, on va voir ce qu'il a dit. Alors sur la monoparentalité, il veut favoriser l'accès prioritaire aux crèches et aux logements sociaux pour les femmes isolées. Pas de souci. Là-dessus, point positif.
Concernant les violences faites aux femmes et aux enfants, ça c'est notre domaine à nous, donc on va pouvoir en débattre. Il veut développer l'hébergement d'urgence à destination des femmes victimes de violences. Il veut initier un recensement du nombre de places disponibles et affirmer le principe d'un fonds réservataire de 2% pour les femmes victimes de violences quand l'État est bailleur de logements sociaux. Oui. Moi, ça me... Voilà. Le suivant est encore mieux. Il veut encourager les femmes à porter plainte et mettre en place un cadre sécurisant. Il veut faire en sorte qu'il y ait un référent formé dans chaque commissariat de police et dans chaque gendarmerie pour accueillir les femmes qui viennent porter plainte pour agression sexuelle ou viol. Très bien. Tout à fait. Ouais. Alors là, je mets une énorme note positive sur ça. Il veut sanctionner d'une amende aggravée toutes les incivilités commises à l'égard des femmes dans l'espace public et les transports en commun, notamment pour insultes et harcèlement de rue. Très bien. Jusque-là, cette partie-là est très bien. Il n'y a rien à dire. Il veut vérifier systématiquement au moment de l'embauche de casier judiciaire de toute personne exerçant dans un secteur professionnel en relation avec des mineurs et obliger à un traitement judiciaire rapide des dossiers impliquant des mineurs. C'est très bien. Ça existe déjà ? Mais c'est très bien quand même. Peu importe si ça existe ou pas. Pour moi, ça reste positif quand même. Enfin, il veut faire de la non-assistance à mineur en danger une circonstance aggravante du délit et de non-assistance à personne en danger. Donc, voilà, il veut mettre au même niveau que non-assistance à personne en danger sur un mineur. Et la violence faite aux hommes, non ? Ça existe, hein. Ça existe. Ça existe, mais c'est vrai que c'est plus les femmes que les hommes, parce qu'au niveau chiffre, c'est vrai que c'est plus les femmes qui sont touchées. Chose que nous, on en a parlé nous aussi Parce que de tu ça. vois, le problème qu'il y a, c'est Ça fait une discrimination, oui, je sais. Je l'entends, hein, son truc. Il parle donc d'insultes, de harcèlement, etc., etc. Mais quand une femme vous insulte en tant qu'homme, voilà, ça reste une agression verbale, on est d'accord. Donc, voilà quoi. Après, je veux pas être misogyne ou autre, mais si ce qui est valable pour l'un est valable pour l'autre, quoi. Alors, concernant l'égalité homme-femme, on reste sur le droit des femmes. Il veut s'engager pour un gouvernement paritaire. Parfait. Comme là, il s'est copié carrément sur Hollande. Hein. Pour moi, c'est du copier. Pour moi, c'est déjà fait ça. C'est pas un nouvel engagement, parce que ça existe déjà, parce que chez les socialistes, sous François Hollande, ça existait déjà. Il veut lutter de manière implacable contre le sexisme en politique, en appliquant une tolérance zéro et en s'engageant à mettre en place des mesures législatives et une politique pénale pour exclure de son mandat et rendre inéligible tout élu ou membre de l'exécutif en cas de condamnation pour harcèlement sexiste ou agression sexuelle. Parfait. Parfait. Il n'y a rien à dire. Par contre, là, on va commencer à aller dans un autre domaine, qui n'est pas forcément pour. Il veut supprimer les aides publiques à toutes les associations qui ne respectent pas l'égalité homme-femme. Alors là, je suis pas d'accord. Donc ça veut dire que pour une association gay, on va obliger d'avoir une femme. Bah, on n'a pas obligé, on les a. Non, t'as pas. Nous, on n'est pas gay, on n'est pas LGBT, on lutte pour les LGBT, mais on n'est pas que LGBT. Donc c'est pour ça que nous, on est éclectique. Hein. Mais si jamais que les LGBT, notamment les associations de lesbiennes, t'es obligé de mettre un homme dedans pour lutter pour le droit des lesbiennes. Et Eve, excuse-moi, mais tu serais d'accord avec ça? Non. Ça c'est du être au craché. À part ça, les femmes n'aiment pas les hommes. Et les femmes aiment les hommes, ça se voit. C'est parce que c'est une association que pour lesbiennes. Mm-hmm. Je vois pas en quoi l'homme va comprendre ce qu'il va faire là-dedans. C'est pareil qu'une femme dans un mouvement gay, elle a rien à faire là-dedans. Il y en a. Alors l'égalité homme-femme. C'est vrai que moi je suis plus pour le mélange que vraiment exclusif lesbien, exclusif gay. Alors. Voilà, c'est le même combat quand même. Alors oui, après il veut supprimer les aides publiques à toutes les associations qui ne respectent pas l'égalité homme-femme. Après, il y a quand même des cas particuliers qu'il ne faut pas non plus oublier, et on ne peut pas condamner ces associations pour des cas particuliers. On vient de donner un exemple. Il y a des choses qui ne sont pas possibles. Après, dans une association de violence faite aux femmes, tu ne peux pas mettre d'homme. Si la femme a été maltraitée par un homme et tout ça, elle arrive dans une structure de violence faite aux femmes et elle est accueillie par un homme, je suis pas sûr qu'elle apprécie, quoi. Hein, Et puis, à cause de ça, ils n'auront pas d'aide parce qu'ils n'auront pas respecté ça, les pauvres. Nous, ça va, on est tranquille. Je sais pas si c'est en France, on fait pareil, mais ici, quand une femme est battue par son mari, par exemple, et qu'elle porte plainte, en général, c'est une policière qui prend la plainte, et pas un homme. C'est une femme obligatoirement. Enfin, moi, je suis
contre, parce qu'il y a des cas particuliers qu'il ne faut pas oublier et on ne peut pas. Ça me paraît logique, quoi. Tu ne peux pas obliger des personnes, voilà, comme je le disais, hein, dans une association de violences faites aux femmes, à un homme de rentrer dans l'association en tant qu'éducateur, en tant que psy, en tant que tout ce que tu veux. C'est un homme, quoi. Je veux dire, la femme, elle a l'image de l'homme qui la tabasse, qui l'a mis quasiment sur le carreau. Elle arrive dans une assoce, on lui dit bon ben vous allez voir un psychologue, elle tombe sur un mec, oups. Et il veut aider les associations de mères qui luttent dans les quartiers contre la radicalisation de leurs enfants. Là par contre oui. Là oui, c'est tout à fait normal. Là sur ce côté-là, il n'y a pas de souci là-dessus. On change de catégorie, il veut aller sur l'éducation. Là, on va pouvoir comparer avec beaucoup de choses. Il veut restituer à l'école maternelle son rôle de préparation à l'apprentissage de la lecture en lui donnant comme priorité l'acquisition du vocabulaire. Tout à fait. Oui. Est-ce qu'on peut apprendre le vocabulaire en maternelle ? Oui. Oui. C'est faisable ? Le minimum. Oui. Ouais, c'est un minimum. La À base, 4 ans, tu peux apprendre le vocabulaire, il n'y a pas de souci. Bah, Bobby Bobu, oui. Ouais. Oui. T'appelles ça du vocabulaire, Baby Bobu, c'est là. Ensuite, il veut commencer la scolarité obligatoire à 5 ans. Ah, alors là, ça change, parce que normalement, je crois que c'est 3. Il veut commencer la scolarité obligatoire à 5 ans, de sorte que l'apprentissage de la lecture avec des méthodes efficaces débute plus tôt et concentrer l'enseignement élémentaire sur le socle de connaissances, donc la lecture, le calcul, l'écriture, les grandes dates et les grands personnages de l'histoire de la nation, ainsi que la géographie de la France. Ça veut dire quoi, qu'il n'y a plus de maternelle ou quoi ? Ou alors c'est un an de maternelle ? En Belgique, c'est 6 ans. Non mais dans ce cas, vous n'avez pas de maternelle chez vous ? Si, mais À c'est 6 pas ans obligatoire. Ah, rendre à partir de 5 ans obligatoire. Oui. Mais à 3 ans... Ça ouais, veut dire que la maternelle, t'es pas obligé de le mettre. C'est pas une obligation. Par contre, sitôt qu'il a en âge d'aller à C'est l'école, pas- à 5 ans, t'es obligé de le mettre. C'est pas un petit peu juste, notamment parce qu'en maternelle, tu apprends déjà à écrire et à commencer à écrire. En CP, tu es censé être déjà prêt pour écrire et lire et écrire. Tu sais même dire des grossièretés. Pourquoi j'ai dit quelque chose encore ? Non. Ça, je confirme. Hein. Il Moi, suffit je- de voir j'en les connais- gosses d'à je connais un côté, gamin qui a en 4 ans. maternelle, ils te sortent Il te sort des ta adultes. gueule, des connards, des machins, c'est langage courant. Hein. Et en quelle classe ? Hein, bah, il a 4 ans, donc... Donc maternelle. Ouais, c'est comique, hein. Super. Et il sait l'écrire, et il sait le parler comme il l'écrit, hein. Ça, c'est du vocabulaire. Ça, c'est du vocabulaire en maternelle, ça. Ça fait très peur. Il veut abroger la réforme du collège et revoir les programmes en les structurant autour de 2 volets pédagogiques. Donc, c'est l'approfondissement des fondamentaux, donc les français, les maths, les sciences et histoire géo. Ça, c'est les fondamentaux. Et en 2, il veut l'éducation physique et sportive et ouverture au monde, donc les langues, l'éducation civique, le numérique. Tiens, alors là, je suis pas d'accord. Le numérique, l'enseignement artistique et découverte professionnelle. Oui, mais c'est l'avenir de demain. Non, mais le numérique est carrément en matière, quoi. Non, mais ça va pas la Tu tête. faisais pas de l'informatique, toi, en techno? Mais je fais pas du numérique. Bah, c'est moi. Et encore, moi, je tapais sur Guigui, je Ah, fais bah pas ouais, sur une tablette, moi. Alors que moi, en technologie, je faisais du numérique. Non, mais j'appelle Enfin, pas. Ce que l'informatique. j'appelle numérique, c'est de l'informatique. C'est pas pareil. Informatique, c'est que tu appelles sur un clavier, donc tu faisais du dactylo. Tandis que le numérique, c'est carrément taper sur un écran. Vas-y, que tu vas faire de la tablette. C'est pas tout à fait pareil pour moi, le numérique. Ça remplace l'informatique. Bah, c'est mieux l'informatique quand même. Je suis désolé. Hein. Voilà. En tout cas, pour lui, l'écriture, oui. Qu'est-ce que je suis en train de dire ? Oui, l'écriture. J'ai dit n'importe quoi. Donc, les langues, oui, Oui, obligatoire. évidemment. Non, Ève, ne dis pas de bêtises, s'il te plaît. L'éducation. La soupe de langue. Oui. L'éducation. Et par contre, il manque quand même une matière là-dedans. Ah, il y a les sciences, on remarque, ça va. Il y a les sciences, parce que je cherchais le SVT, c'est pour ça, donc je me suis dit, il manquait, donc il y a les sciences quand même. Et oui, mais sciences, ils vont mélanger tout en un, donc la chimie, la physique et les SVT. Ça va faire drôle, hein. On va mettre les 3. L'instruction civique. Mais ça, j'aime bien. Eh bien, Ça, c'était bien. l'instruction civique, oui, mais dès la primaire pour moi, parce que moi, c'est pas en collège qu'il faut faire ça. Pour moi, c'est dès la primaire qu'il faut mettre l'éducation On civique. la faisait avant le collège. Oui, mais ce que je veux dire, c'est l'éducation civique doit être obligatoire pour moi en primaire. Si je dis pas de conneries, elle commençait en CE1, je crois. L'instruction. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, je répète à nouveau, l'éducation civique doit être obligatoire en primaire. Ah oui. C'est quand même les bases. Donc français. Ah oui, d'ailleurs, je vais vous donner les. Quels sont pour vous en primaire, on va pas parler des collèges. Quels sont pour vous en primaire les matières qu'il faut avoir obligatoirement ? Français, maths. Français, maths, c'est obligé, ça c'est sûr.
Après. Histoire géo, le minimum. Histoire géo, Le ouais. minimum. Science trop tôt ou pas? Science, c'est trop tôt. Est-ce qu'on a besoin d'apprendre la chimie Non, sauf si t'as envie d'avoir un professeur foldingue après. L'anglais, oui ou non? Oui, les langues, oui. L'anglais. Moi, je dirais même plus les langues en maternelle. Non. Non. La maternelle, faut peut-être pas abuser quand même. Là c'est comment bourrer la crête. Ici, en Belgique, le côté néerlandophone, ils font ça à la maternelle. Hein. Oui, mais quand même. Donc, l'écriture, bien sûr. On est d'accord. Le calcul, voilà, c'est ce qui est marqué ici, on est d'accord. Et là, c'est pas marqué dans son programme, mais l'instruction civique devrait être en primaire. Oui. Parce que là, il n'a pas marqué. Il a parlé que de l'histoire et de la géographie. Et c'est dommage. Il veut réécrire les programmes d'histoire et de français du collège sous l'autorité d'académiciens et autoriser la création de classes bilingues et de sections européennes dans toutes les académies et conforter l'enseignement de l'allemand et rétablir les enseignements du latin et du grec. Il y a beaucoup de choses, hein. Pourquoi pas? Au collège, hein, je parle. Hein. Il veut recentrer l'enseignement de technologies autour de la culture numérique et de l'apprentissage de la programmation informatique, de l'algorithmique et des usages numériques. Ouh, les bonnes vieilles ardoises. Pardon? Je dis ça finit beaucoup en hic. Oui, hic. Là, il y a du hic, là. Nouvelles technologies, comme je l'ai dit, oui. Mais là, il y en a trop. Il y en a trop, mais tu vas les rendre gaga, les pauvres enfants. Alors, effectivement, à la fois, tu as le moyen d'attirer les jeunes, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les écritures, tout ça, ça les lasse, donc le numérique, un petit peu, ça les attire. Et à la fois, c'est trop numérique, mais ça va les rendre gaga, et puis trop dépendants du numérique. Et ça va être la grosse erreur de l'école, ça. Tu fais écrire mon fils au stylo, c'est une plaie. Hein. C'est une plaie. Fais-le taper à un clavier, c'est une tuerie. Ah mais est-ce que mais justement, grammaticalement parlant, tout ça, les accords et tout, il te les fait sans problème. Tu le mets avec un stylo, c'est fini. Mais tu es d'accord avec ça? C'est l'évolution. Non mais je te pose pas de la question sur l'évolution. Je suis pas forcément pour, mais tu peux pas aller à travers ça. T'as beau dire à ton fils, bah tiens, tu prends le stylo, le cahier et tu écris, bah ouais, mais non. Et il te répond quoi? Wesh ta mère, c'est ça? Il essaye, wesh. Je te dis, on peut pas faire wesh ta mère. Pardon. Je veux dire, tu fais 600 lignes avec marqué wesh ta mère, tu vas voir. Mais tu parles de nouvelle génération, c'est comme ça. Et puis le dab, le dab, vous savez comment le faire, le dab? Eh oui, génération dab aussi. Vous savez comment faire le dab? C'est comme ça. Ah oui, c'est. Ouais, ça, il me l'a fait qu'une fois. Hein. Ouais. Il en a vite pris une. Hein. Oh, mais c'est rien, c'est pas méchant ça. Ouais, c'est ça. Alors ensuite, alors ça aussi, il veut instituer une tenue vestimentaire spécifique à l'établissement pour les élèves de l'école et du collège. Alors non, alors comment? Non mais c'est complètement contradictoire. Tu vas sur le numérique, mais tu reviens sur les vêtements années 50. Après c'est plus sur la différence. Tu sais, entre le français pauvre, ce qu'on appelle, et le riche, tu vois. Non, mais il parle de tenue unique, quoi. Oui, mais justement, au lieu de venir, tu vois, t'as pas les moyens, ton gamin, tu le fais venir avec un jean de chez Monoprix à 2 €, et t'as le gars qui va se pointer, l'autre, avec un jean de chez Levi's qui lui a coûté 80 boules. Et puis voilà, donc je pense que c'est plus de ce côté-là, de venir avec tout le monde, avec une tenue égale à tout le monde, quoi, identique. Pour éviter justement la différence de classe sociale. Ouais, et moi pour ça je suis pour. Ah non, pas moi. Oh non, non. Si. Oui, après vous parlez d'évolution, non mais s'il vous plaît, quoi. Réfléchissez à ce que vous dites. En Angleterre, ils ont tous un uniforme. Mais on n'est pas en Angleterre, mais on n'est pas chez les rois. À l'époque, ils avaient tous un... Et ça y est, j'ai perdu le mot. Ils avaient tous l'uniforme à l'époque. Mais par pitié, quoi. Non, mais vous parlez d'évolution et après vous nous dites qu'il faut retourner dans les années 50, quoi. Ouais, ça évite la discrimination. Toi, tes parents n'ont pas d'argent, ils sont pauvres, ils sont ci, ils sont ça là. Mais je vois pas où est le problème de discrimination. Tu t'habilles comme tu veux. Wesh, alors ton fils, il va aller à l'école avec un jean troué, il va passer pour un clochard et tout. Et toi, ça te fait rien. Non, mais t'as pas compris. Là, ils te disent que tout le monde doit avoir les mêmes t-shirts, quoi. Oui. Moi, honnêtement, mon fils, il se pointe à l'école avec un jean troué ou machin, mais mon pauvre, j'ai honte.
Déjà, j'ai honte pour lui, mais j'ai honte pour moi. Parce que ça veut dire que je suis pas capable d'acheter des fringues neuves à mon fils. Mais là, c'est pas dans ce sens-là qu'on parle. Hein. C'est pas, je parle pas je parle pas des problèmes vestimentaires, des trous de vêtements, tout ça. Là, on est hors sujet. Là, on parle des tenues uniques. Franchement, merde quoi. Comme ça, et tout le monde est sur un même pied d'égalité. Il y a pas de riche, il y a pas de pauvre. Non, moi, je suis pas pour. Moi, je suis pour. Moi, je suis pour le retour du bonnet d'âne aussi. Ah, ça, je suis d'accord. Les fameux coins, les lignes, etc. Il y a pas de souci. Sur la règle, voilà. avec les bouquins. Oui, mais pour les lignes, mais alors, je précise, punition des lignes, c'est pas sur une tablette tactile, je précise. C'est sur un cahier, pas sur. Non, c'est sur le tableau numérique. Avec le doigt. Non. Non, mais les lignes, les bonnes vieilles lignes, etc. Oui, mais c'est sur un cahier, ça. C'est pas sur une tablette. Un exemple. Alors ça c'est très important, il veut instaurer une évaluation du comportement de l'élève au collège afin de prendre en compte l'assiduité en classe, ainsi que le respect des règles de l'établissement, le respect des autres et d'abord des professeurs et des éducateurs, la politesse, l'attention aux élèves malades ou handicapés, la prise de responsabilité. Non. C'est pas l'enseignement de faire l'éducation du gamin, c'est aux parents de faire l'éducation. Non mais là, oui et non. Ça veut dire qu'à l'école, avec les autres élèves, il y a un respect. Ça veut dire qu'on a les moqueries, les machins ici et là. Il commence par où ? Oui. Ça commence par les parents. Mais t'as pas compris quand même. Là, il y a plus les parents. Les parents vont pas être à l'école pour lui dire t'as pas à faire ci, t'as pas à faire ça. Les parents sont censés inculquer les règles de savoir-vivre quand même, minimum, la politesse, etc., etc. Donc un gamin qui arrive à l'école, il est censé savoir dire bonjour monsieur, merci madame. Mais Voilà, nanana. Tu viens de me donner un exemple concret tout à l'heure, le gamin de 4 ans, comment il parle à l'école. Forcément, le respect il est où la politesse et le respect là-dedans? Ah bah c'est sûr que s'il dit wesh ta mère... mais voilà, c'est comme ça que ça parle aujourd'hui. Bah oui, voilà. Donc, aujourd'hui, pourquoi ? Parce que les parents ne font pas d'éducation. Alors, les parents d'accord, mais l'école a aussi son rôle à jouer. Ils sont pas les parents, mais ils ont aussi un principe d'éducation quand même. L'école, elle est là pour éduquer. Justement. Mais au niveau scolaire, elle est pas là pour éduquer l'enfant à dire tu dois dire bonjour, tu dois dire merci, tu dois dire s'il te plaît, etc., etc. C'est pas le rôle de l'école, c'est le rôle des parents quand même. Enfin, je sais pas, moi je le vois comme ça. Parle de la J'aurais politesse. du mal à dire que la maîtresse d'école dise à mon fils c'est quand tu veux pour dire s'il te plaît, merci, au revoir. Enfin, ce qui te dérange, on va faire plus simple, ce qui te dérange, c'est que t'as pas envie que les enseignants prennent la place des parents. On va faire comme ça. C'est pas leur rôle. C'est pas leur rôle. C'est ça qui te dérange. Pour enseigner. Nous, on est là pour éduquer nos enfants. C'est pas à ce moment-là, on mélange tout. Alors, ça veut dire que l'école va être là pour éduquer ton gosse et toi, tu vas être là pour enseigner. Alors, c'est pas le but. C'est chacun a son rôle. Ça mérite débat. On n'est pas forcément d'accord, mais ça mérite un débat là-dessus. Tu es d'accord avec qui ? Avec Lionel. Avec Lionel. Le jour que tu seras d'accord avec moi, tu me feras signe. Elle est mère de famille, donc c'est logique. D'accord. L'éducation de ton enfant, elle passe par toi en priorité, elle passe pas par l'école. Je t'ai jamais dit que ça enlève l'éducation des parents. Mais l'école, à ce que je sache, la journée, il n'y a pas les parents pour éduquer les enfants la journée. D'accord, mais donc c'est pour ça. Oui, mais ton gosse, il est censé avoir un minimum de respect envers l'enseignant. Mais quand t'as pas les parents à côté, l'enfant fait ce qu'il veut, il va faire n'importe quoi. Ah, mais après, s'il manque de respect, qu'il est puni ou je ne sais quoi, comme fut un temps, nous, ça nous est arrivé. Moi, ça m'est arrivé. À 4 ans, non, ça m'étonnerait. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune de dire au prof, ouais, tu vas aller faire. non. Enfin, tu vas aller faire tâter l'arrêt ou. Non, j'ai pas été comme ça, moi. Mais par contre, envers les autres élèves, ça m'arrivait. Moi, j'étais rebelle. Et je vais te dire, quand t'as l'enseignant qui téléphone à la maison pendant que toi t'es en cours et qui dit à ton père, votre fils, voilà, nanani, nana, je vais te garantir que, t'en prenais une déjà par le prof, et 2, t'en prenais le retour à la maison, quoi. Donc, je veux dire, t'as le respect qui est fait par les parents, quoi. Alors, il veut aussi renforcer la formation, la rémunération et la présence des enseignants dans l'établissement. Oui, renforcer la présence des enseignants, ouais, je suis d'accord, mais pour ça, il faut qu'il y ait des enseignants, il faut qu'il y ait des postes. Et c'est pas en fermant des écoles qu'il y aura des postes. Et il veut redonner aux parents confiance dans l'école. Ça se voit, regarde, t'as tellement confiance en l'école, vu ce que tu viens de nous dire. Non, mais moi j'ai confiance en l'école, il n'y a pas de souci. Mon fils, il est bien à l'école, il est poli, il est droit, voilà. C'est pas un rebelle comme moi je l'étais à l'époque, quoi. Alors, par contre, j'aime bien cette petite partie-là. Assurer à tous les élèves en situation de handicap les conditions de travail et d'apprentissage adaptées dans le premier degré, puis tout au long de leur scolarité. C'est tout à fait logique. C'est très bien ça, par contre. Ça, c'est une partie que j'aime beaucoup.
Sur l'enseignement, je vais passer. On vient de faire les enfants, on va pas passer aux étudiants. La santé. Alors la santé, concernant la santé, il veut rembourser une consultation de prévention pour tous les 2 ans pour tous les Français. Elle sera assurée par le médecin traitant qui verra reconnaître son mot-clé dans le maintien en bonne santé de la population. Plus complète, elle durera plus longtemps qu'une consultation moyenne et sera rémunérée en conséquence. Voilà. Et ensuite, il veut lancer un plan Grand Santé à l'école, débutant à partir de l'école maternelle. Donc, avec pour les enfants, nutrition, activité physique et sommeil. C'est pas mal. Après, il y a aussi sur la prévention des addictions. Donc, l'écran, le tabac, l'alcool, le cannabis et les autres drogues. Ça, c'est très bien, ça. Là, ça commence à devenir... Et à partir de l'école maternelle, s'il vous plaît. C'est quand même bien. Accompagner ce plan donc d'une revalorisation de la médecine scolaire dont l'importance est décisive pour orienter les comportements sanitaires des enfants et des adolescents. Alors là, chapeau, j'ai rien à dire. Là-dessus, c'est parfait. Ensuite, il veut revoir les formations en santé et la sélection pour tenir compte des nouveaux besoins de santé publique, de la répartition territoriale et du développement des nouvelles technologies, comme par hasard. Logique. Il veut combattre les déserts médicaux et réduire le temps d'attente aux urgences en développant les maisons médicales et les structures d'urgence pour les premiers soins. Il veut laisser une grande liberté d'organisation aux professionnels de santé pour créer les structures les plus adaptées. Et ben il serait temps parce que les urgences en ce moment... Combien d'attente la dernière fois ? 2 heures, je crois. Juste pour pour mon infection ? Ouais, 2 heures. Ouais, un peu plus de 2 heures. 2 heures d'attente dans les urgences quand même, s'il vous plaît. Pour une morsure. Pour une morsure. Pour une morsure de chat. Heureusement qu'il n'y avait pas la rage, parce que sinon j'aurais... Je pense. Il serait temps que ça bouge, ça aussi. Donc il veut garantir une offre de téléconsultation sur tout le territoire d'ici à la fin du quinquennat. Et dans ce but, permettre un remboursement incitatif des actes de télémédecine par l'assurance maladie qui soit adapté à une prise en charge pluridisciplinaire. Il veut assurer à chaque Français une prise en charge par la structure la plus adaptée à son besoin médical au bon moment. Et c'est pour cela il faut accélérer le développement des parcours de soins grâce à une meilleure coordination entre médecine hospitalière, médecine libérale et structures médico-sociales. Pourquoi pas ? Ensuite, il veut abroger la loi santé. C'est là que je l'attendais au direct. Donc, il veut abroger l'article 83 de la loi Touraine sur l'obligation d'appliquer le tiers payant pour ne pas alourdir encore davantage les tâches administratives des médecins et leur redonner du temps médical au service des malades. Donc, tu l'as tourné au tournant sur ce détail, explique-nous. Parce que tout simplement, il veut supprimer le tiers payant, comme il veut supprimer le remboursement total de tout ce qui est optique et frais dentaires, etc., etc. Donc ce qui va complètement à l'inverse du programme de Macron, je crois. De Macron. Voilà, ce qui est totalement scandaleux, parce que ça veut dire que tout le monde n'a pas les moyens de se payer une grosse mutuelle pour de l'optique ou des frais dentaires. Enfin, je trouve ça complètement aberrant, quoi, je veux dire. Surtout à l'heure où on vit, quoi. C'est un peu comme s'il voulait supprimer, d'ailleurs, je crois qu'il en avait parlé, de supprimer aussi la CNU. Il va falloir que je trouve ça, parce que je crois que je ne l'ai pas encore trouvé. Il veut demander à l'assurance maladie de rembourser la totalité du coût de lunettes de qualité pour tous les enfants de France, pour qu'aucun enfant ne soit handicapé dans sa scolarité si la famille n'a pas les moyens suffisants pour lui acheter une paire de lunettes. Ça, par contre, c'est positif. Il n'y a rien à dire. D'ici à 2022, il veut viser un reste à charge zéro pour les dépenses de santé les plus coûteuses pour les ménages, optiques pour les adultes, prothèses dentaires, audioprothèses et dépassements d'honoraires. Donc grâce à un nouveau partenariat entre la sécurité sociale et les organismes complémentaires. Et pour les dépassements, revenir sur le plafonnement du remboursement dans les contrats des complémentaires qui a dégradé les remboursements pour les assurés. Alors, il veut faciliter aussi l'accès des seniors à une assurance complémentaire de qualité en améliorant l'aide à l'acquisition d'une couverture santé, donc la CS, pour les personnes âgées qui voient leurs dépenses de santé et le coût d'une complémentaire augmenter fortement avec l'âge. Il veut aussi ramener l'assurance maladie à l'équilibre d'ici à 2022 en faisant 20 milliards d'économies en 5 ans, en luttant contre toutes les sources de non-qualité du système de santé, donc les soins redondants ou inutiles, non-observance des prescriptions, maintien en activité d'établissements de faible qualité, mauvaise coordination des soins, le recours excessif à l'hôpital, la prévention insuffisante, les fraudes et les abus, ça je comprends, et bureaucratie excessive. Alors là, tu voulais justement revenir sur la CMU. Alors, il veut renforcer en fait la lutte contre les fraudes et abus
en tout genre et qui mine notre système d'assurance maladie. Donc il parle d'utilisation frauduleuse des cartes vitales, les arrêts maladie injustifiés, les fraudes à la CMU, les prestations fictives de la part de professionnels de santé, la fraude à la tarification dans les établissements de santé, et en faire une priorité donc politique, responsabiliser les caisses d'assurance maladie et augmenter fortement les sanctions. Et enfin, il veut supprimer l'aide médicale d'État, comme le Front National. Si je ne me trompe pas. Ouais. Si je ne suis pas trompé. Hein. C'est ça. Pour l'instant, j'ai pas trouvé la suppression du SAMU. Hein. Parce que j'en ai vu, il en a parlé, enfin ça a été communiqué il y a pas longtemps. J'ai vu ça sur. Alors après, attention, c'est des sources Facebook. Il y a peut-être à en prendre et à en laisser, mais bon, de ce que j'ai vu, voilà. Il veut aussi encourager fortement la recherche médicale par le renouvellement des plans autisme, maladies rares, cancer et maladies neurodégénératives pour identifier et développer des traitements pour guérir ou prévenir ces maladies. Ça, c'est très important. Tout à fait. Mais en tout cas, j'ai rien trouvé sur la CMU en particulier. Après, je sais pas si c'est de l'info ou de l'intox. Je sais que ce qu'il veut faire sur la santé est très spécial, ça c'est sûr. Mais supprimer la CMU, non, j'ai pas vu encore. Handicap. Alors, sur l'handicap, je pense que ça va être court, je pense que ça va pas durer longtemps. Il veut reconnaître aux parents et aux aidants un droit à la formation sur le handicap via le compte personnel de formation ou le congé individuel de formation et structurer une offre de formation de qualité. Ça, c'est bien. Il veut améliorer l'accueil des enfants en situation de handicap en crèche, à l'école, dans l'enseignement secondaire et supérieur. Et une formation initiale et continue sur les handicaps sera proposée à tous et professionnels concernés. C'est bien ça. Il veut donner un statut légal et fiscal aux aidants familiaux. Ça, c'est bien. C'est bien ça ? Ça te plaît, ça. Il veut diversifier les solutions de répit pour prévenir l'épuisement. C'est pas mal, ça aussi. Il veut améliorer le service rendu par les maisons départementales, donc les MDPH, en simplifiant les démarches administratives et en créant un outil internet communiquant en temps réel les disponibilités des places au niveau régional pour gommer les effets frontières des départements. Ah, ça fait du bien par contre. Passer par le numérique au lieu d'emmener les papiers. C'est du bon du numérique. Administrativement, j'ai jamais dit le contraire. Non, mais oui, c'est parce clair que administrativement parlant, c'est le top. C'est le top, il n'y a rien à dire. Voilà. Ensuite, concernant l'emploi et le handicap, il veut permettre à tous les demandeurs d'emploi handicapés d'accéder à une formation adaptée et en adéquation avec les besoins des territoires. Et d'ailleurs, sur ce propos, il veut encourager les jeunes en situation de handicap à poursuivre des études supérieures en développant les conventions multipartites sous l'égide de l'État et développer la formation en alternance des personnes en situation de handicap. Il veut encourager le développement des entreprises adaptées, simplifier les démarches d'embauche et accroître le nombre de postes. Il veut inciter les entreprises adaptées à devenir de véritables tremplins pour les jeunes en situation de handicap vers l'emploi adapté ou non. Tout va bien jusque-là. Il veut améliorer l'accès aux soins. C'est normal. Il veut mettre en place sur chaque territoire de santé un réseau ville-hôpital de soins adaptés aux spécificités de différents handicaps. Il veut valoriser le développement des consultations adaptées dans les établissements. Il veut inclure dans la certification des établissements de santé par la Haute Autorité de Santé un critère d'accès et d'adaptation au handicap. Et enfin, il veut inciter les professionnels de santé à se former aux soins de ces publics spécifiques et les identifier auprès du grand public. C'est très bien. Jusque-là, tout va bien. Il veut mettre en œuvre un 4e plan autisme, ambitieux, adapté aux nouveaux défis à relever notamment pour les adultes, et il veut imposer les recommandations de la Haute Autorité de Santé pour la prise en charge de l'autisme aux centres médico-psychologiques, aux centres de ressources autisme et à l'ensemble des établissements sanitaires et médico-sociaux qui accueillent des personnes autistes. Pas facile, ce que je dis. Alors après, il veut structurer, fédérer et coordonner l'effort de recherche médicale sur les handicaps. Alors ça, par contre, bon, vous allez me dire, c'est pas nouveau, mais c'est important de voir que ça fait partie de ses priorités. Ça fait plaisir. Perte d'autonomie, c'est encore une discrimination, décidément. Là, on est sur les discriminations. Perte d'autonomie, vous savez que c'est la 21e discrimination en France. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Il veut, par exemple, lancer une grande campagne nationale pour financer la recherche sur la maladie d'Alzheimer, qui touche près de 900 000 personnes en France, à l'occasion de la journée mondiale contre la maladie d'Alzheimer le 21 septembre. Et ensuite, il veut lancer un plan de professionnalisation des aides à domicile intégrant le développement des nouvelles technologies et à la recherche d'une efficacité accrue des services.
Puis il veut créer des moniteurs de service, il veut sur le modèle des car managers japonais, suédois ou canadiens chargés d'informer les personnes âgées et leurs familles, de coordonner la prise en charge et de contrôler la qualité des services. Ensuite, par rapport aux aidants, alors ça tu vas me dire si ça te parle, il veut doubler le plafond annuel du droit au répit et en le portant à 1 000 €. Est-ce que ça te parle ça ? C'est pour aider les statuts des aidants. Hein. C'est ça. 1 000 €. Ouais, bah donc ça veut dire que c'était 500, quoi. Auparavant, puisqu'il veut doubler, donc ça fait 1000. Ah oui, c'était 500 avant. Bah je pense, s'il veut doubler que ça fait 1000, c'est que ça veut dire que c'était 500. Annuel, hein. D'accord. 500 annuels et là ils veulent passer à 1000. En tout cas, c'est plafond annuel, effectivement, c'est par an. Voilà, 1 000 € par an, ça fait pas beaucoup. Ça fait pas tout à fait 100 €. Mais t'en fais partie, hein, non, des aidants, oui. C'est ça que je kiffe. Non, mais renseigne-toi, ça te fait 1 000 € quand même. Hein. Il veut faire de l'aide aux personnes âgées. Ouais. Bah, c'est déjà pas mal. Et il faut faire de l'aide aussi aux personnes âgées, une priorité de l'engagement du service civique étendue pour cette action spécifique aux plus de 25 ans, et définir une forme spécifique et souple du volontariat associatif afin d'aider les personnes âgées dans leur quotidien. Ça, c'est très important pour moi. Très, très, très important. Et enfin, il y a aussi valider le congé de proche aidant pour les droits à retraite. Favoriser aussi la mobilisation du compte épargne temps pour un congé et pour aidants et permettre les dons de jours entre salariés pour les aidants des personnes dépendantes. Ça, c'était sur la partie handicap. Qu'est-ce que vous en pensez ? La suite arrive. Ça sera le gros sujet. Et sur le parti handicap, sinon ? Non, ça va, c'est réglo. Aïe, aïe, aïe. La suite. Et pour l'aide des traitements, par exemple, une personne atteinte d'Alzheimer, est-ce qu'il y a des aides ? Pour les aidants, tu veux dire ? Tu parles des aidants, là ? Non, des frais des médicaments. Parce que les frais de médicaments, c'est quand même assez onéreux. Moi, je le sais, puisque j'ai un syndrome, mais j'ai le traitement qu'on donne aux personnes atteintes d'Alzheimer. Et je peux te dire, ça coûte énormément cher. J'ai pas envie de dire. D'ailleurs, j'ai arrêté mon traitement à cause de ça, à cause du prix. J'ai pas envie de dire une bêtise, mais c'est pas pris en charge dans les 100%, ça ? L'Alzheimer, non ? Il y a pas de. C'est pas pris en charge l'Alzheimer à 100% ? Non, si. Je sais pas, j'en sais rien. Moi non plus, et par la mutuelle, et je ne sais pas non plus. Je peux pas te répondre à la question, Eve, franchement, faudra se renseigner, mais en principe, il existe chez nous des prises en charge à 100%, des mutuelles, et en principe, ça devrait être pris en charge. En principe. Après, je ne sais pas. Alors là, nous arrivons dans un point crucial du programme de Fillon, qui s'appelle l'allocation sociale unique. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on doit en débattre vite fait de cette... RSA pour tous ? Non. Alors, explication ce qu'il veut faire. Donc, il veut regrouper plusieurs aides en une allocation unique. Donc, il veut regrouper le revenu de solidarité active, donc le RSA. Il veut regrouper l'allocation spécifique de solidarité, donc c'est l'ASS. La prime d'activité, donc je crois que c'est le RSA d'activité, je pense. L'allocation logement aussi. Oui, l'APL. Ouais. L'APL. Donc le montant maximal alloué sera strictement plafonné afin que les revenus du travail soient toujours supérieurs à ceux de l'assistance. Ensuite, il veut lier le versement de l'allocation sociale unique à un engagement individuel à se former et à rechercher un emploi. En cas d'effort insuffisant, l'allocation sera diminuée et suspendue en cas de récidive. Quelqu'un veut débattre ? Disons qu'il y en a encore qui vont en pâtir pour les feignants qui veulent rien foutre. Alors, c'est pas la question. Est-ce que vous êtes d'accord pour que d'abord il y ait toutes ces aides en un déjà ? Donc ça s'appelle quoi maintenant ? Donc on parle plus du RSA, SS, ça s'appellerait l'ASU. L'ASU. L'ASU, tu vas toucher l'ASU. Ouh. Non, après, je trouve que non, ça ne doit pas être franchement efficace, dans le sens où, du coup, tu vas toucher une somme, et tu seras même pas laquelle est allouée à l'APL, laquelle est allouée, combien est alloué à l'APL, combien est alloué à la prime d'activité, tu ne sauras pas en fait. Surtout que c'est la même. Ce qu'on ne sait pas, c'est que quand tu cumules tout ça, en un, on ne sait même pas... qui est quoi et quoi et qui. Et en plus, en regroupant tout ça, est-ce qu'on va toucher plus, est-ce qu'on va toucher moins ? C'est ça. Que le regroupement ? Est-ce que, par exemple, il y a le RSA et l'allocation logement qui est 2, en cumulant les deux. Moi... Simple.
RSA et APL, Mhm. je suis à 894 €, je crois. Donc, et ce que tu t'imagines quand ça va se regrouper, tu crois qu'il va y avoir 894 Je euros. sais pas. Je pense pas. Ça, c'est la question qu'on se pose. Moi, personnellement, j'y crois pas. Quelqu'un y croit, ça? Non, j'y crois pas non plus. Hein. Ça sent l'arnaque à plein nez, ça. Ah oui, bah oui, Ça sent l'arnaque financier à plein nez, tout ça, en fait, au cumul et en regroupant tout ça. Ensuite, alors là, par contre, peut-être que ça va nous, on en a, d'ailleurs, je crois que c'est le seul on en a pas beaucoup parlé de la pauvreté, hein. Donc, sur la lutte contre la pauvreté, Fillon veut désigner un interlocuteur unique pour chaque personne en situation d'exclusion. La désignation d'un référent de parcours chargé d'accompagner chaque personne sur la base de projets individuels et global d'insertion et d'autonomie qui sera généralisé dans le souci d'une relation humaine et continue. Il veut saisir avant la fin de l'année 2017, donc cette année, il est rapide, hein. Il veut saisir donc le Parlement d'un projet de plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Ça, par contre, c'est intéressant. Il veut mobiliser la nation en faveur des jeunes confrontés à la pauvreté et à la précarité. La garantie jeune sera accordée à tous les jeunes les plus éloignés de l'emploi à la condition qu'ils respectent les termes du contrat d'insertion qui leur sera proposé par la mission locale ou par toute autre instance habilitée. Je trouve ça normal. Ouais, c'est normal. Il veut désengorger l'accès aux structures d'accueil et d'hébergement d'urgence. Donc chaque citoyen français et chaque étranger en situation régulière doit pouvoir accéder à l'hébergement d'urgence. Les demandeurs d'asile seront accueillis dans des structures spécifiques leur permettant de vivre dans des conditions décentes en attendant que leur situation administrative soit réglée. Pour l'instant, tout va bien sur ces propositions, hein. Il veut favoriser le logement pérenne, donc mieux vaut un vrai logement qu'un hébergement d'urgence. Donc il va veiller à ce qu'une part des attributions des logements sociaux soit réservée aux personnes accueillies dans les structures d'urgence, et il veut multiplier les formules de type pension de famille et logement en studio avec un accompagnement social adapté qui sont aujourd'hui expérimentés par de nombreuses associations. Ensuite, il veut ouvrir plus largement l'accès des personnes les plus démunies au logement social. Très bien, ça aussi c'est une bonne nouvelle. Et ensuite, il veut lutter contre la précarité énergétique dans un logement, avec la précarité, sachant que la précarité énergétique, c'est la difficulté de chauffer son logement en raison de la faiblesse de ses ressources. Oui. Il veut agir pour généraliser la formule du chèque énergie qui vient remplacer les tarifs sociaux de l'énergie, et il va poursuivre les programmes d'aide à la rénovation thermique des logements. Pour moi, il n'y a que du bon là sur cette catégorie. Sur la précarité, sur la pauvreté. Moi, je dis 20 sur 20. Sur le logement, et c'est bizarre, ils ne parlent pas des logements non utilisés par l'État. Hein, ça, c'est ce qui te manque pour toi ? Réhabilité, je pense que oui, quand même. D'accord. Parce que lutter contre le logement, de manière à ce que tout le monde soit logé, je pense que ça serait pas mal qu'il y en ait au moins un qui se réveille à se dire, écoutez, on a des logements, des habitations non utilisées ou des bureaux non utilisés qui prennent la poussière, autant les réhabiliter. Hein. Ah bah tiens, on parle de logement. C'est son sujet suivant. Tu penses qu'on va l'avoir ? Tu penses que sur ce côté logement... Alors, partie logement, on va voir si ton souhait va être exaucé, on va voir s'il y est. Il veut supprimer l'encadrement des loyers et créer un bail homologué qui accordera des avantages fiscaux supplémentaires aux propriétaires proportionnels à la faiblesse des loyers pratiqués. Jusque-là, ça va. Il veut rééquilibrer les relations entre les bailleurs et les locataires en instaurant une procédure accélérée pour réduire les délais d'expulsion en cas de non-paiement du loyer. Dommage. Près de 3 ans aujourd'hui. En contrepartie, il sera interdit aux propriétaires de demander aux locataires certaines garanties excessivement contraignantes. Ensuite, il veut alléger les contraintes pesant sur l'investissement dans le logement. Il veut simplifier les normes, il veut raccourcir les délais de procédure et ainsi encourager l'innovation. Il veut aussi développer des logements intermédiaires en zone hyper tendue pour les classes moyennes, donc avec le TVA à taux réduit pour le logement locatif intermédiaire en accession sociale. Ensuite, il veut établir les règles de fiscalité sur le logement pour une durée de 5 ans pour remédier à l'instabilité fiscale qui décourage les investisseurs. Il veut généraliser l'open data pour garantir aux ménages qui veulent investir une meilleure visibilité sur les prix pratiqués. Il veut permettre aux Français de vendre plus facilement leurs biens immobiliers en ramenant de 30 à 22 ans le délai d'exonération les plus vendus.
Voilà, il veut permettre à ceux qui en ont véritablement besoin d'accéder plus facilement au logement social en baissant le plafond des ressources et en couplant cette baisse avec une politique active de développement de logements intermédiaires et rendre obligatoire le supplément de loyer de solidarité, donc le surloyer, je sais pas, c'est la première fois que j'entends parler de ça, pour ceux qui bénéficient d'un logement social malgré un revenu plus élevé. Ensuite, il veut favoriser la mobilité et mettre en place une politique active de vente des logements HLM à leurs locataires. Il veut rendre plus transparente et décentraliser l'attribution des logements sociaux en permettant aux maires de mieux la maîtriser. Il veut intégrer les aides au logement dans un dispositif de prestation sociale unique, on l'a dit tout à l'heure, modulé en fonction de chaque situation individuelle. Il veut démonter la logique de la loi SRU. Il veut assouplir les règles de plancher du nombre de logements HLM et introduire des règles de plafond en fonction des caractéristiques des territoires afin de produire un plus grand nombre de logements sociaux là où ils sont les besoins. Pour l'instant, je ne vois pas ta demande. Il n'y est pas même. Elle n'y est pas. Elle n'y est pas. C'est ce que tu regrettes. Mais aucun ne le propose. Donc, Ah si, il y en a un qui l'a proposé. Il y en a un. De quoi de récupérer les logements inoccupés. Il y a les 1 million quand même, ce qu'a dit Macron tout à l'heure, il y a quand même parlé de 1 million à refaire. Après, peut-être lui dire, peut-être qu'il doit rajouter ces fameux logements vides, quoi. C'est ça. Non, parce qu'il y a une proposition, mais peut-être qu'il ne faut pas oublier les autres logements. Tandis que là, il n'y a aucune proposition. Là. Ouais. Politique de la ville. Politique de la ville, je pense que... Alors en plus... Oh zut, politique de la ville. Oh, ça c'est cool. Ça c'est pas cool ça. Ah non, ça c'est pas gentil pour ça c'est pas gentil. Tu t'es fait spoiler. C'est pas le... Ce qui s'est passé, il y a eu un bug sur le Top Raider a bugué. J'ai pas eu de chance. Je pense que sur la politique de la ville, la mer on va passer aussi. Est-ce qu'il y a autre chose? La sécurité. Sécurité, c'est important. C'est important. Donc, côté sécurité, il veut renforcer les moyens consacrés à la sécurité pour une loi de programmation et de modernisation qui définira les investissements, les effectifs et les équipements pour l'ensemble sécurité-justice. 1 milliard d'euros supplémentaires sur la durée du quinquennat seront notamment fléchés vers des investissements destinés à accroître l'efficacité des forces de l'ordre, donc avec des moyens technologiques performants, des outils informatiques, des véhicules, la rénovation de locaux vétustes et des casernements, construction de nouveaux commissariats. C'est pas le moment de se foutre de moi, ça fait comme 5 heures que je parle. C'est pas évident. Oui. Ensuite, il veut recruter alors là, on va rester sérieux là. Il veut recruter 5000 agents des forces de l'ordre et donc redéployer sur le terrain 5000 policiers ou gendarmes occupés à des tâches administratives, soit un total de 10 000 agents supplémentaires au service de notre sécururité. C'est beaucoup moins que les autres. C'est moins que 15 000 que tout à l'heure déjà. Il y en a qui ont jusqu'à 80 000 même, je crois. 15 000, je crois, Macron, et je crois que Marine Le Pen, 40 000, je crois. J'ai plus de civils qui feraient, je sais pas moi, des secrétaires pour faire justement le truc administratif. Alors attention, dans la même lignée que tout le monde, il veut construire 16 000 places de prison en séparant les primo-délinquants et notamment les mineurs des autres détenus. Ça Là-dessus, on est d'accord. Mais c'est pas du tout ce qui est recherché. Non. C'est créer carrément des centres. Arrêtons de créer des places. Il faut créer des centres. Il faut créer des centres. Là, tout... Bah oui, les places, ça sert à rien. Pour l'instant, c'est bizarre. C'est tout le monde est sur la même optique des places. Hein. C'est quand même fou. Hein. Les prisons sont surpeuplées, mais il faut des places. Alors là, c'est pas fini. Pour les délits du quotidien qui nous empoisonnent la vie, la tolérance zéro sera la règle. Donc, 1. De transformer les petits délits du quotidien en contravention avec paiement immédiat ou retenue sur les prestations sociales et appliquer la tolérance zéro pour la fraude dans les transports en commun. Ça existe déjà. Retenue sur les prestations sociales ? Oui, ça existe à la CAF, effectivement. Oui, ça existe, oui. Il veut punir systématiquement par ordonnance pénale avec une amende l'usage de stupéfiants. Eh bien, lui, il veut pas légaliser le cannabis, ça c'est sûr. C'est déjà en cours, alors c'est déjà... Punir systématiquement. Oui, eh ben... Je pense que c'est pas forcément systématique. C'est-à-dire que là, tu es convoqué directement par le tribunal, en plus pénal, pour payer ton amende. C'est bien. Et il veut expulser les trafiquants de drogue de leurs logements sociaux. C'est vrai que le mec, sur sa boîte aux lettres, il est marqué dealer. Oui, mais tu connais ils vont connaître leur adresse avec le ministère de l'Intérieur et ça, où ils habitent quand même. Ouais, ou les présents, ou les soi-disant, tu sais, c'est facile, hein. Il y a des caves, hein. Il y en a qui utilisent les caves, hein, donc... Alors là aussi, autre débat.
Oui ou non, abaisser la majorité pénale à 16 ans face à une délinquance des mineurs qui n'a plus guère à voir avec ce qu'elle a été lorsqu'elle fut écrite l'ordonnance de 1945. Carrément. Pour moi, 16 ans, maintenant, t'es pénalement responsable. Sachant que, apparemment, il me semble qu'on peut être déjà punissable à partir de 13 ans. Oui, Oui. pas Si je ne pénalement. me trompe pas. Mais, pas, ouais. Mais la majorité pénale serait à 16 ans. C'est très Ouais, bien. ça serait pas mal. C'est très bien, ça. Ah, tu dis oui quand même. Ah, moi, je dis oui. D'accord. Bon, attends, quand tu vois les conneries qu'ils font Alors, maintenant, dans ce cas, je vais vous poser une question. Si on a la majorité pénale à 16 ans, pourquoi ne pas mettre la majorité civile à 16 ans? bah, ils l'ont déjà avec un. Ça suffit, non? Civile. Ah, civil, bah pourquoi pas, ouais. Je parle pas de majorité sexuelle. Hein. Je parle de Après, majorité civile. Civil, ouais, non, tu peux pas leur donner non plus à 16 ans les pleins pouvoirs, quoi. Ah ben justement, si, Ça, si déjà, pénalement ils sont déjà responsables, réfléchis. Ah, mais bon, quand tu vois les délits qui se permettent de commettre à 16 ans, c'est digne de. Même à 10 ans. Hein. Si on peut se mettre à les vols. Oui, mais c'est des vols. Écoute, moi, avant, comme je te violer l'ai des dit, avant personnes à de 16 ans, venir ici, même pas un mois avant d'arriver dans la maison, j'apprends que des gamins de 10, 11 ans ont violé une petite de 9 ans. Ouais. Mais non, il joue au docteur. Oh. Alors, il veut interdire après déchéance de nationalité à tout Français parti combattre à l'étranger dans les rangs terroristes de rentrer sur le territoire national. Et il veut expulser du territoire national les étrangers proches des réseaux terroristes et faire application des peines renforcées pour les atteintes à la sécurité nationale, ce qui revient à tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc il est sur la même ligne que notre opinion, en quelque sorte. Ensuite, il veut réformer le renseignement pour mieux faire face au terrorisme et rendre au renseignement territorial les moyens humains et matériels dont il a été privé. Et il veut renforcer les coopérations au niveau européen via notamment Europol et Eurojust. Europol, je connaissais, mais Eurojust, je ne connaissais pas. Il veut permettre aux préfets, au-delà de la fin de l'état d'urgence, d'ordonner une fermeture des lieux de culte lorsque leur activité est de nature à porter une atteinte grave à l'ordre public et à la sécurité intérieure. Jusque-là, c'est logique. Et il veut renforcer notre défense des frontières Schengen, c'est-à-dire totalement l'inverse du Front National. Il veut renforcer notre défense des frontières Schengen par des gardes-côtes et une plus grande utilisation de Frontex. Mettre en place sans délai l'accès aux fichiers passagers PNR, je ne connais pas, indispensable pour contrôler les arrivants et les mouvements et créer une carte nationale identique biométrique. Alors quand je dis inverse au Front National, c'est que le Front National veut, supprimer l'espace Schengen. C'est pour ça. Après, oui, mettre en place les gardes-côtes pour la défense, c'est normal. C'est ça. C'est tout à fait normal. Ensuite, il veut faire confiance aux maires pour gagner la bataille de la sécurité au quotidien et de la tranquillité publique. Alors, notamment sur la loi d'échange informatique nominative entre tous les acteurs de terrain, les travailleurs sociaux, les bailleurs sociaux, le préfet. Le maire aurait accès à ça ? Vous serez pour que les maires auraient accès à tout ça ? Bah, ça voudrait dire qu'ils soient au courant de ta vie, quoi. Ouais, c'est un petit peu ça, quoi. C'est clair. Notamment sur les travailleurs sociaux, les bailleurs sociaux, les professionnels de la sécurité. Oui. Ouais, j'aime pas trop ça. Hein. Ensuite, il veut poursuivre l'armement de la police municipale et lui donner les moyens de procéder à des contrôles d'identité et de dresser des procès-verbaux dans d'autres domaines que la seule circulation pour faire respecter la tranquillité publique et doubler les subventions de l'État pour l'achat des caméras de vidéoprotection, notamment par les communes rurales. Pourquoi pas ? Donne-leur des flingues, allons-y, ça va être la fête. Il veut renforcer la coopération entre la police et la gendarmerie nationale d'une part, les polices municipales d'autre part, et mieux organiser le lien avec les acteurs privés de sécurité. La police nationale et les polices municipales doivent pouvoir partager les mêmes fréquences radio. En même temps, c'est la police. Que ce soit municipal ou national, c'est police. Ils n'ont pas les mêmes accréditations, quand même. Non, mais ça reste la police. Oui, mais ils n'ont pas les mêmes accréditations. Par contre, partager police et gendarmerie... Ah, côté militaire et côté État, Là, je suis qui moins... travaillent après ensemble, en coordination est une chose. Après, ouais, non. On a fusionné les deux. Hein. On n'a plus de gendarmerie ici en Belgique. Hein. On a fusionné les deux. Hein. Alors, il veut reconnaître à leur juste place les acteurs de la sécurité civile. Ah Tiens donc, Monsieur Lyonnais, tu veux que je lise tout ça, ça peut t'intéresser. Donc, reconnaître à leur juste place les acteurs de la sécurité civile, à commencer par les sapeurs-pompiers. Alors, je vais expliquer. Tu vas me dire, parce que là, c'est ton domaine.
Il veut renforcer le rôle de l'État dans le pilotage du système de sécurité civile à travers notamment une mutualisation accrue des moyens entre les SDIS, donc les SDIS, services départementaux d'incendie et de secours, et dresser un bilan de la gouvernance des services d'incendie et de secours issus de la loi de 1996 en lien étroit avec les collectivités. Ça te parle ou ça te parle pas ? Oui, le SDIS, ça me parle. Non, mais l'histoire. Oui, un petit peu. D'accord. Il veut proposer un nouveau modèle en faveur du volontariat sapeur-pompier, basé sur des dispositifs incitatifs puissants, comparables à ceux proposés aux réservistes de la police et de la gendarmerie. Oups. Alors là, je dis oups, là. C'est pas du tout le même... c'est pas du tout le corps de métier, en plus. Ensuite, il veut reconnaître le 112 comme le numéro unique des appels d'urgence et favoriser l'émergence de plateformes communes de traitement de ces appels. Alors là, ça devient grave. Il est con de fait exprès. Donc le 112 unique. Le 112, il est mondialement connu. Non, mais unique, ça veut dire qu'on enlève le 17, le 18, le 15. Mais non, mais tu ne peux pas faire ça. Le 112, c'est le numéro européen en cas de problème, quoi. Je veux dire que tu sois à l'étranger ou quoi que ce soit, tu fais le 112, tu tombes automatiquement sur quelqu'un qui parle ta langue et tu expliques ta détresse. Tu ne peux pas lier le 112 avec la police, avec les pompiers, avec n'importe quoi. Mais le 112, reconnaître le 112 comme numéro unique, quand même. Mais non, c'est pas possible. Ça va être une perte de temps. Hein. Sur les portables, oui, mais bon, après, le 112... Qu'est-ce que t'as dit ? C'est une perte de temps, je croyais que t'as dit ça ? C'est ça. Oui, ouais. C'est une perte de temps parce que, imaginons que, je sais pas moi, il y a entre un incendie et un problème de crise cardiaque, c'est différent. Donc la personne, elle doit joindre la personne qui est à même de résoudre le problème. Donc ça va être une perte de temps. Alors là, la partie suivante, c'est pour Lionel. Bah oui, c'est obligé. Diffuser massivement la culture du secourisme au sein de la population en s'appuyant notamment sur le réseau des bénévoles des associations agréées de sécurité civile et en encourageant les modules correspondants en milieu scolaire comme dans les concours d'accès à la fonction publique. Tout à fait. Mais à 300%, il n'y a pas de souci. Non, c'est obligatoire, oui, bien sûr. Il faut diffuser massivement, quoi. Il faut à l'heure actuelle, voilà, depuis qu'on a eu affaire aux attentats, on a une recrue de demandes qui est massive, à laquelle des fois on a du mal à faire face, parce que voilà, tout le monde veut être formé, et il faut former. Maintenant, même pour le permis de conduire, c'est obligatoire. Voilà, on forme les collèges, on forme les lycées, on fait même des initiations dans les écoles primaires. Ouais, ça c'est pas mal. C'est pas mal d'apprendre à un enfant. Imaginons que la mère d'un enfant attrape une crise cardiaque, a fait un malaise à cause d'un mauvais diabète, et que l'enfant sache quel numéro composer, comment agir vis-à-vis de la maman ou du papa, peu importe. C'est ça. Et un enfant de 4 ans est capable de mettre un adulte en position latérale de sécurité. Voilà. Donc ça reste impressionnant quand tu vois ça. J'ai vu ça encore à Ariès. Ouf. Et puis tu peux y aller, t'as pas besoin de dire au gamin comment il faut faire, ça se fait tout seul. Et en plus ça pourrait permettre de sauver des vies. Total. On change de catégorie, on passe à la justice, qui est aussi un point important. Donc il veut renforcer les moyens humains avec 300 postes et le budget de fonctionnement de la justice à raison d'une augmentation de 1,5 milliard d'euros d'ici la fin du quinquennat et accompagner le développement d'une informatique alliant qualité et sécurité en matière de gestion et de communication avec les justiciables sur l'ensemble du territoire. Ensuite, il veut évaluer précisément l'impact sur notre droit de la Convention européenne des droits de l'homme et de son interprétation par la Cour européenne des droits de l'homme. Et il veut renégocier, si nécessaire, cette convention pour y réadhérer avec réserve si la Cour européenne persiste à en faire une interprétation restrictive. Pourquoi pas ? Il veut créer un parquet européen spécialement pour mieux atteindre les fraudes au budget de l'Union et renforcer les outils de coopération entre magistrats européens tels que Eurojust. Il veut créer un service unique d'application des peines, placé sous la supervision conjointe du procureur et du juge d'application des peines, pour rendre les peines effectives et associer les victimes dans le cadre de mesures de réparation. Il veut fixer des peines minimales pour certains délits et crimes et supprimer à la mesure des contraintes pénales. Donc il veut rétablir les peines planchers. Je crois qu'on en a entendu parler tout à l'heure de ça. Il veut privilégier les mesures de sursis avec mise à l'épreuve et de suivi socio-judiciaire. Il veut rétablir le caractère automatique des révocations de sursis. Il veut expulser les étrangers terroristes, criminels ou délinquants après leur jugement définitif.
Il veut mettre en place des sanctions rapidement exécutables comme la suspension des aides sociales, l'interdiction de séjour du territoire national. Voilà. Il veut fixer des peines minimales là-dessus. Ensuite, il veut simplifier la procédure de façon systématique et prioritaire en cas de reconnaissance de la commission d'un délit en autorisant la rédaction des procès-verbaux, de procédure et d'audition par simple enregistrement, assorti de la rédaction d'un PV de synthèse avec présence d'avocat obligatoire. Voilà. Ensuite, il veut faire du juge des enfants le juge spécialisé dans le traitement et de la délinquance des mineurs et dédier un autre juge de la famille pour la protection de l'enfance en danger. Jusque-là, c'est logique. Ça encore, c'est normal. En matière civile, il veut généraliser le recours à la tentative préalable de conciliation et déjudiciariser les contentieux sociétaux. Et en matière pénale, pour que toute infraction relevant du contentieux de masse soit poursuivie et sanctionnée, il veut recourir à la contraventionnalisation. C'est super, on a un autre mot comme ça. Plus fort constitutionnellement. Et tenez-vous bon, il veut créer un nouveau tribunal. Il veut créer un tribunal criminel de première instance, composé de magistrats professionnels pour faire cesser la pratique de correctionnalisation d'un certain nombre d'infractions criminelles dues à l'engorgement des tribunaux et maintenir la compétence de la cour d'assises dans sa composition actuelle pour connaître les appels du tribunal criminel de première instance, y compris ceux de la victime contre la décision de première instance. Je sais pas si ça sert à quelque chose, ça va pas être long de faire ça avant la cour d'assises. C'est la cour d'assises, de toute façon, qui décide ça. Mais ça va être encore galère. Tout ce qui est criminel, c'est l'assise. Donc ça veut dire qu'on est obligé de... Ouais. C'est ça, tu vas permuter entre deux tribunaux différents. Il veut revoir la loi Macron et faire du ministère de la Justice le seul interlocuteur des notaires. Il veut diversifier l'origine et le profil des magistrats en augmentant de manière significative le nombre de magistrats recrutés hors école de magistrature, favorisant au surplus une pyramide démographique du corps plus cohérente. On est toujours en justice au passage. Il veut rendre effectif un examen national pour l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et inciter à la création d'un barreau national. Pas facile tout ça. Je sais pas si on peut passer, peut-être. Est-ce que c'est peut-être moins important pour vous ce que je viens de ce que j'essaie de dire. Mais bon, ça va faire bordel, quoi. Concernant la défense, il veut... Alors là, on est sur... je sais pas si c'est vraiment le plus important. C'est la défense. Si, il y a quand même un truc important. Il veut quand même maintenir une coopération étroite avec le Royaume-Uni et mutualiser avec nos partenaires européens et en priorité avec l'Allemagne le financement des opérations extérieures. J'ai failli dire exécutoire. Il veut maintenir la force de dissuasion nucléaire et engager sa modernisation. Il veut stabiliser les effectifs de nos armées, en particulier de la force opérationnelle terrestre à 77 000 soldats, tout en reconfigurant progressivement l'opération Sentinelle. Est-ce qu'il y a d'autres points qui sont peut-être importants ? Renforcer la surveillance de notre espace maritime, on l'a dit tout à l'heure. Renforcer notre tissu industriel en rapprochant la défense des entreprises. Oui. Faire croître significativement la réserve opérationnelle. Bon, c'est pas forcément important là ce que je suis en train de vous dire. C'est peut-être plus lourd là. Les institutions, on va peut-être éviter. Ouais, hein, c'est pas forcément le plus important. L'immigration. Est-ce que ça va se rapprocher d'après vous du Front National ? À mon avis, oui. Je pense pas qu'il est réfractaire quand même. Donc il veut tout simplement réduire l'immigration légale au strict minimum. Donc si, ça se rapproche finalement. Donc il veut inscrire dans la Constitution le principe de quota fixé par la loi, plafonnant le nombre de titres de séjour pouvant être délivrés chaque année au titre de l'immigration professionnelle et familiale, en fonction des capacités d'accueil de la France et des capacités d'intégration des demandeurs. Il n'a pas donné de chiffres, mais ça ressemble beaucoup à la proposition du Front National. Pour moi, après, je peux dire une bêtise si vous voulez, vous pouvez me le dire si je dis une bêtise. Hein. Il veut durcir les exigences de regroupement familial et refuser la délivrance des titres de séjour pour raisons familiales en l'absence de perspectives sérieuses d'intégration, tenant compte notamment des ressources du logement, de la couverture sociale, de la maîtrise de la langue française, du respect des valeurs de la République et du projet de vie en France. Ensuite, il veut restaurer notre souveraineté migratoire en renégociant les directives européennes chaque fois qu'elles entravent et, si nécessaire, réadhérer avec réserve
à la Convention européenne des droits de l'homme si la Cour européenne persiste à en faire une interprétation restrictive. Ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Je sais pas pourquoi ça a été remis, mais c'est pas grave. C'est pas moi qui l'ai mis. Hein. C'est un copier-coller en fait. un peu, ouais. Ensuite, il veut abroger les récentes réformes législatives, élargissant inconsidérablement l'accès automatique ou quasi automatique à la nationalité française. Donc c'est sûrement la loi renseignement, je pense. Et aussi les réformes irresponsables dans le contexte actuel de fraude massive en la matière, donc concernant notamment les étrangers de plus de 65 ans, ascendants de Français, et les enfants étrangers élevés par des Français à l'étranger. Ensuite, il ne veut pas verser les prestations d'allocation familiale ou d'aide au logement qu'à ceux... il veut verser, surtout, je vais refaire ma phrase, il veut verser uniquement, on va faire comme ça, il veut verser les prestations d'allocation familiale uniquement à ceux qui résident régulièrement en France depuis plus de 2 ans. Et les prestations de sécurité sociale ou d'assurance chômage continueront à être versées à ceux qui cotisent. Forcément. C'est logique. C'est en principe logique. Il veut supprimer l'AME, on l'a dit tout à l'heure. Il veut faire financer la politique d'immigration et d'intégration par les ressortissants étrangers plutôt que par le contribuable français. Il veut obliger les étrangers à présenter leur demande d'asile dans les 15 jours dans leur entrée sur le territoire. Les demandes tardives seront examinées en procédure accélérée. Il veut traiter les demandes d'asile en 4 mois maximum contre 11 aujourd'hui. Pourquoi ? Je ne sais pas si c'est faisable. Hein. Donc, donc en renforçant donc, les moyens de l'OFPRA et la CNDA et en réduisant le délai de recours à 15 jours et en luttant contre les abus de procédure. Ça encore, c'est normal. Donc je suis d'accord. Il veut cesser de financer les nuitées d'hôtel des demandeurs d'asile et les héberger exclusivement dans des centres dédiés, gérés par l'État ou sur son contrôle direct par des prestataires indépendants. Logique aussi, je suis pas d'accord, qu'ils aillent dans des hôtels. Faut pas exagérer. Je savais même pas qu'ils étaient dans les hôtels. Je sais pas si tu étais au courant. C'est emmerdant parce que nous, quand on doit aller dans un hôtel, il n'y a plus de place. Non, mais je savais même pas qu'ils étaient dans des hôtels. Oui, mais après, ils doivent être logés dans des hôtels, mais par des assos ou des trucs comme ça, je pense. Ensuite, il veut éloigner systématiquement les étrangers en situation irrégulière en restaurant le principe du placement en rétention, y compris pour les familles, dans les centres adaptés, en portant la durée maximale de rétention administrative de 45 jours à 6 mois et en sanctionnant les pays non coopératifs dans la délivrance de laissez-passer consulaires par la réduction des visas délivrés à leurs ressortissants et de l'aide au développement. L'éloignement des déboutés du droit d'asile doit être une priorité, notamment en notifiant les décisions du refus d'asile dans les centres d'hébergement. Il veut abroger sans délai la circulaire Valls sur les admissions exceptionnelles au séjour. Il faudra d'abord saucer que cette circulaire. C'est ça. Il veut renégocier le code frontière Schengen pour autoriser des contrôles ciblés dans des zones de vulnérabilité des frontières intérieures, aussi longtemps qu'il existe un risque d'afflux d'étrangers clandestins. Donc, c'est pas couper Schengen, mais renforcer la sécurité. Là, ça rentre à ce qu'on a dit depuis le début. C'est ça. Il veut porter à 5 ans la durée minimale de vie commune avant l'acquisition de la nationalité par les conjoints de Français et à 8 ans la durée minimale de résidence en France pour être naturalisé. Voilà quelque chose qu'on n'a pas dit depuis le début. Est-ce que ça vous paraît logique ? Après, c'est un petit peu acheté, quoi. Je veux dire que tu restes 8 ans... 8 ans, En France, tu es naturalisé comme Alors, en fait, vous avez compris la phrase. Pour avoir la nationalité française, il faut avoir vécu en couple pendant 5 ans. C'est ça. Et pour être naturalisé, il faut avoir une durée minimale de résidence de 8 ans en France. Ouais, donc tu vis conjointement en parlant pendant 5 ans. Donc ça t'oblige même pas à te marier, puisque apparemment être un conjoint, ça suffit amplement. Donc pendant 5 ans, au bout de 5 ans, on te donne ta nationalité française. Puis après, ciao, quoi. Ensuite, il veut mettre fin aux abus de droit du sol dans certains territoires d'outre-mer, en conditionnant le droit du sol à une condition de régularité de séjour d'au moins un parent pendant la période de résidence habituelle de l'enfant, prise en compte pour l'acquisition de la nationalité. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr. Choisis pas sa couleur de peau. Encore moins les tourments ou hétéros. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dis donc pas que chacun est égal. Choisis pas sa couleur.
voilà, c'est fini. À très bientôt.